Bonjour à tous, bienvenue, nouvelle année, nouveau format, puisque cette année on fera des débriefs Ligue 1 avec tous les matchs de Ligue 1. C'est un nouveau format qui me tenait à cœur. Les plus anciens d'entre vous auront déjà connu le débrief Ligue 1, puisqu'il y a 2 ans, je l'avais lancé et j'avais vite arrêté parce que j'avais pas le temps. Mais cette année, on va se faire les 34 journées, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse chaud ou froid, puisqu'aujourd'hui il fait chaud. Du côté de Lyon, au programme de ce débrief, on aura les 9 matchs du week-end. On va tous les traiter. Alors il y en a certains qu'on va traiter un peu moins que d'autres. Et oui, évidemment, pour mes amis lyonnais, on passera un peu plus de temps sur le match de l'OL, puisque c'est évidemment celui que je regarde avec le plus d'attention. Mais je sais que vous êtes nombreux dans ma communauté à ne pas être supporter lyonnais. Oui, nous allons parler du Stade brestois. Oui, nous allons parler du SCO d'Angers. Oui, nous allons parler de l'OM avec beaucoup de prudence parce qu'on vous connaît, les Marseillais, vous êtes un peu tendus parfois. On va traiter tous les matchs de Ligue 1 de la saison, du mieux que je peux en tout cas. Je ne vous garantis pas de regarder tous les matchs tous les week-ends parce que j'ai quand même une vie sociale, mais je vais au moins essayer d'en regarder 4, 5, 7 ce week-end. J'en ai regardé 7, dont 2 en replay. On va débriefer ça tous ensemble, match par match, chronologiquement. Je vais chapitrer le replay YouTube qui sera disponible le mardi dans la matinée, idéalement vers 10h, histoire que vous puissiez retrouver chacun le débrief respectif de vos matchs et puis, si le cœur vous en dit, suivre toute cette saison de Ligue 1 à travers tous les matchs, à travers mes yeux et ceux de la communauté. Voilà, bienvenue à vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher des petits pouces, des commentaires, c'est important, c'est un nouveau format qui me tient beaucoup à cœur et en fonction du succès de ce format-là, on pourra l'améliorer avec vos suggestions dans les commentaires, on pourra renouveler, recycler l'application qui nous servait l'an dernier à faire des pronostics et des notes, et de manière à ce que peut-être à la fin de la saison, on puisse avoir une équipe type collaborative comme on avait l'an dernier sur les débriefs OL. Le format de ce débrief, c'est très simple. On va dérouler les résultats de la journée, le classement, et ensuite on fera match par match avec les tops, les flops, ce qui s'est passé, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, quels sont les axes importants à suivre dans ces différents matchs. Et à la fin de la journée, à la fin de ce débrief, on fera une équipe type, je montrerai mon équipe type de la semaine, construite comme un grand ce week-end, tout seul dans mon coin, devant mon PC. Voilà, bienvenue à vous, on s'y met. Je ne sais absolument pas combien de temps ça va durer. Ça peut durer une demi-heure comme ça peut durer une heure. C'est un premier format. On verra comment on ajuste la durée en fonction de comment ça se déroule. Ce sera pour l'instant pas disponible en podcast parce que j'ai pas le temps. Mais peut-être qu'au fil de l'année, je réussirai à les mettre en podcast pour ceux qui préfèrent les écouter. Voilà. Je vois que dans le chat, vous dites bonjour à YouTube. Je vous rappelle que c'est en live sur Twitch tous les lundis à partir de 22h et ce sera en replay sur YouTube gratuitement le mardi à 10h. On s'y met pour cette rentrée de Ligue 1, une rentrée avec pas mal d'enjeux puisque déjà la Ligue 1 reprend, c'était pas gagné, peut-être qu'elle aurait pu couler cet été puisqu'il n'y avait pas de diffuseur. On a une nouvelle plateforme, Ligue 1+, qui s'est lancée ce week-end et cette plateforme, elle est pas mal du tout. Voilà, moi je me suis abonné à Ligue 1+, je vous ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne sur Ligue 1+, qu'est-ce qu'on peut en attendre, est-ce que ce serait peut-être pas la dernière chance du football français de survivre, et force est de constater que ce lancement il est réussi. Nicolas de Taverneau a annoncé 600 000 abonnements sur ce premier week-end, ce qui est franchement pas mal quand on voit le démarrage catastrophique de DAZN l'an dernier, méga surprise, comme quoi quand on donne un tarif qui est tolérable, c'est un petit peu mieux. Voilà, une appli qui fonctionne bien, une appli avec du bon contenu dessus, un traitement du foot digne, des vestiaires qui s'ouvrent, des entraîneurs qui sont arrivés en plein match, comme quoi il suffisait de couler. Il suffisait de couler pour que cette Ligue 1 se détende un petit peu, et force est de constater que le produit Ligue 1 n'a probablement pas été aussi bon depuis très très longtemps à la télé. Tout n'est pas encore parfait, je sais qu'il y en a qui ont quelques problèmes avec les opérateurs type Free, avec les replays qui ne sont pas dispo et compagnie, mais à titre personnel, je me suis abonné sur Ligue 1+, et je trouve que le produit, l'application, le lecteur vidéo est top de chez top. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut, il y a même une option tactique le dimanche, vous n'avez pas les commentaires, vous avez juste le nom du joueur qui s'affiche, c'est vraiment bien foutu. Voilà, je suis pas payé par la Ligue, je le serai jamais d'ailleurs. Je dis jamais, ça dépend, mais en tout cas, je ne cherche pas à faire la promotion gratos de la Ligue, que j'ai suffisamment défoncé par le passé. Mais quand c'est bien, il faut le dire. Et il se trouve que là, la Ligue 1 a l'air d'être sur la bonne voie. On verra si ça dure dans le temps. De quoi on va parler ?
On va parler du mercato au global dans la Ligue 1. Vous avez le replay du grand format mercato qu'on a fait avec Yous, Scipiodista et Zach, qui doit être disponible, je pense, en replay sur la chaîne de Zach. Moi, il n'est pas disponible chez moi. Qui passe en revue les 18 mercato de Ligue 1. On refera un live mercato le 1er septembre, une fois que tout sera bouclé. Un live deadline mercato où on fera les 18 mercato de Ligue 1 une fois qu'ils seront terminés. Mais globalement, ce qu'on peut dire sur le mercato de la Ligue 1, c'est que ça galère un petit peu. Ça galère un petit peu. La qualité du flux est quand même pas ouf. Ça dépend, mais je trouve que ça va en vrai. À partir de combien d'abonnés c'est intéressant en droit TV pour les clubs? On va dire 1,5 million, ça commence à devenir tolérable. Mais on n'y est pas encore. Mais 600 000 sur le premier week-end, alors qu'il manque encore un match. Parce qu'il y a toujours un match sur beIN, même s'il est en replay à minuit sur Ligue 1+, c'est quand même pas mal. Non, on n'a pas fait le débrief encore. On n'a pas fait le débrief. On est au tout début du débrief. Là, il est 22h06. Mais on va commencer bien assez tôt. On va commencer déjà avec une petite vue de ce qui s'est passé ce week-end. On avait un premier gros match entre Rennes et Marseille, concurrent à l'Europe, qui s'est terminé par une victoire de Rennes 1-0. Derrière, on avait Lens-Lyon le samedi à 17h avec une victoire dans la douleur de Lyon sur la pelouse de Bollaert. Malgré 30 minutes de gros caca-culotte, évidemment, on prendra un peu plus de temps sur ce match-là. 3-1 pour Monaco contre le Havre, c'était un match à sens unique, il n'y a pas trop eu match. Toulouse est allé battre Nice 1-0, avec un but en toute fin de match de Djibril Sidibé. Le meilleur match du week-end, on va s'attarder dessus, c'est encore une fois les Brestois qui nous l'offrent. Brest, l'équipe frisson, 3 partout contre Lille, ils auraient même pu gagner. Les Brestois, ils ont été meilleurs, mais ça n'a pas suffi. Angers s'est imposé contre le Paris FC malgré un carton rouge. Auxerre s'est défait de Lorient avec un des plus beaux buts, même le plus beau but de ce week-end, signé Lassine Sinayoko. Strasbourg s'est imposé à Metz sans grande difficulté, mais ça a quand même dû attendre la fin du match pour se déverrouiller. Et Paris est allé gagner contre Nantes après avoir galéré une bonne partie du match. Voilà, pas beaucoup de buts. Une journée qu'on va qualifier de journée de gardiens et de défenseurs. Quelques enseignements quand même à en tirer déjà sur le niveau de certaines équipes, sur ce qu'on peut attendre de certaines équipes et sur l'état de certaines équipes. Je pense notamment au Paris FC, que beaucoup de gens ne savaient pas trop placer sur le classement. Il va falloir des recrues, et ça tombe bien. Il y en a une du côté du Paris FC, en la personne de Willem Jebels, qui vient d'arriver, l'ancien Lyonnais, en attaque, parce qu'ils ont terriblement besoin de solidifier un peu tout ça, parce que pour l'instant, ça ne suffira pas. Classique Ligue 1 Scores. Donnez-moi 2 secondes. Voilà. Comment on va procéder maintenant? C'est très simple. On va prendre les matchs les uns après les autres, en commençant par le match d'ouverture, Rennes-Marseille, et une première déconvenue du côté des Marseillais. C'était pas un match facile. Ils débarquaient à Rennes, une équipe qui s'est pas mal renforcée quand même cette saison, avec notamment 2 anciens Marseillais, Quentin Merlin qui a été décisif et Rongier qui était capitaine. On avait pourtant du côté de Rennes une compo compliquée, puisqu'il y a pas mal de blessés. On avait Aïd Boudlal en défense centrale qui a pas tenu longtemps, il a tenu une demi-heure avant de mettre une semelle dégueulasse sur Murillo et de sortir. On avait l'absence de Brassier, Seydou. On se retrouvait avec le jeune Mohamed Meïté en pointe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas trop d'attaquants du côté de Rennes. Calumendo est en partance et ils sont en recherche active, les Rennais, d'un attaquant de pointe. On a entendu des rumeurs sur Esteban Le Paul. Ils ont fait une offre de 10 millions et Angers leur a dit d'aller se faire foutre. Donc Rennes va se renforcer offensivement. En attendant, pour l'instant, ça suffit à se débarrasser de l'Olympique de Marseille qui a été, on va pas se mentir, pas bon. Qui a été pas bon du tout. On a donc ce carton rouge à la 30e minute pour Aïd Boudlal. Il n'y a pas trop de débat à avoir. C'est une semelle dégueulasse. Le rouge est mérité. Il est sorti en larmes, le pauvre. Et derrière, Rennes a résisté pendant tout le match face à un OM qui galérait de ouf à se créer des occasions. Alors, on dit ça, il y a quand même eu 2 poteaux. Il y a eu quand même une grosse frappe de Rabiot juste avant la mi-temps. On a eu Murillo aussi qui a tapé le poteau sur un centre de Wea avant que sur une contre-attaque, Rennes n'ouvre le score par l'intermédiaire de Ludovic Blas. Une grosse déconvenue pour l'OM. Et l'OM, c'est déjà la catastrophe ADA. Alors encore une fois, est-ce que c'est vraiment la catastrophe ADA ou est-ce que ça parle trop dans le vestiaire? À voir. En tout cas, on est quand même sur une première déconvenue et on sait que c'est ce qu'avait dit Zach dans le débrief Mercato. Le pire ennemi de l'OM cette année, ça va être l'OM lui-même et son contexte, le fameux contexte. Là, on a eu des infos comme quoi ça s'était pris la gueule dans le vestiaire, comme quoi Rowe et Rabiot s'étaient foutus sur la tronche et les deux sont écartés de l'équipe première. Bon, il y a beaucoup de choses qui sortent du vestiaire de l'OM, immédiatement d'ailleurs. Il y a probablement eu des fuites, il y a beaucoup de médias qui traînent autour du vestiaire. L'OM s'est fortement renforcé cette saison. On n'attend toujours Paixão. Il y a Ordonez qui devrait pas tarder. Il y a eu Medina, il y a Egan Riley.
Et il va falloir que ce contexte marseillais pèse beaucoup moins, pour que l'OM réussisse à faire quelque chose de cette saison, parce qu'il y a des attentes qui sont logiques, mais peut-être un peu démesurées du côté de l'OM. Peut-être qu'on a des attentes qui sont trop élevées du côté de l'OM. On en avait parlé avec Yous, qui lui nous disait oui, faut faire dans les 24 en LDC, mais attention, l'OM s'est quand même très fortement renforcé, a balancé pas mal de pognon et ça va continuer. Et les attentes sont fortes, hein. On sait que du côté de l'OM, ça rêve d'aller titiller le Paris Saint-Germain. On n'investit pas tout ça pour rien. Et il y a quand même un contexte autour de ce club. Vous l'avez vu, l'extrait du Space marseillais, là? Alors oui, c'est un cas isolé, il ne faut pas les prendre pour une généralité. Mais c'est quand même un club de zinzin, hein. C'est quand même un club de fou, hein. Enfin, c'est un club qui fout le feu à son centre d'entraînement quand ils sont quatrième. C'est... Quand vous avez de telles ambitions, il suffit de pas grand-chose pour que ça déraille. On verra. Ils ont déjà un match de la peur contre le Paris FC, même si franchement le Paris FC, ils sont pas au point. Je préfère les prendre à la deuxième journée que quand ils auront toutes leurs recrues. Oui, le mec qui parle des couilles, effectivement, ce fameux-là. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? L'ouverture de Merlin, fabuleuse. Franchement, le but de Blas, la passe de Merlin est dingue. Et moi, je me pose la question de était-ce vraiment nécessaire de vendre Quentin Merlin? Les Marseillais, vous allez me dire oui, parce qu'en fait, il était très moyen. Mais en même temps, aujourd'hui, qui est arrière-gauche à Marseille? Ce sera probablement Medina une fois qu'Ordonez sera arrivé, avec cette structure à 3 où on aura probablement Wea qui jouera plus haut, et avec cette structure à 3 avec Medina qui, lui, ira moins côté offensivement. Mais autant Rongier, je comprends la certaine forme de logique, même si je trouve qu'il était très bon à Marseille. Merlin, c'est un joueur moyen plus, peut-être que l'OM vise mieux, mais tu renforces un concurrent. Je pense que les arrivées de Rongier et Merlin vont aider Rennes à se solidifier cette saison. Donc voilà, je pense que Merlin, c'était peut-être pas le meilleur plan de le laisser partir pour un montant qui n'est pas si énorme que ça, en plus. Qu'est-ce que j'ai noté? Rongier capitaine pour son premier match du côté de Rennes, alors que quand même, le mec avait dit que les Nantais étaient des chèvres, hein. Je trouve ça un peu couillu, je vous avoue. Il s'est fait siffler, hein, à son arrivée. Fait un bon match, d'ailleurs, Rongier. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté l'OM, le club français le plus doué pour s'auto-saboter. Bah, ça, on l'a bien vu, hein. On l'a bien vu parce qu'il suffit d'un match nul contre le Paris FC et ça y est, le club brûle, hein. Maintenant, pas d'inquiétude, hein. Les Marseillais, vous allez nous jouer à la 3e journée. Si vous faites 2 défaites d'affilée, on connaît la suite. Vous allez nous tarter à domicile. C'est le sens de l'histoire. Du côté de Rennes, moi, il y a un joueur, et vous allez dire, super, scoop, Charlie, sort de ta grotte. Mais Jérémy Jacquet, c'est fort, hein. Jérémy Jacquet, ça va partir pour un montant délirant l'été prochain, je pense. Il a tout, ce joueur. Il a vraiment tout. Il joue comme un papa, alors que je crois qu'il a 19 ou 20 ans. C'est vraiment un très très bon joueur de foot, Jérémy Jacquet. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il montre. Et même, je trouve que cette équipe de Rennes était bien structurée. Alors oui, elle a bétonné, c'est normal. Elle était à 10 contre 11 pendant 1 heure. Il lui manque un petit peu de calcium offensivement, parce que c'est pas avec Altamari et Meïté que tu vas faire quelque chose. Donc je suis très 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 curieux de voir quelles vont être en tout cas les recrues offensives de Rennes. Pour moi, il faut un 10 et il te faut un 9. Le 9, on sait qu'ils sont en train de chercher. On a eu Esteban Le Paul, mais je pense pas que ce sera Esteban Le Paul. Mais globalement, cette équipe de Rennes me semble un peu plus armée, un peu plus solide que l'an dernier. Au milieu de terrain, Fofana, je l'ai trouvé qu'il faisait un bon match, Seko Fofana, mais c'est plus le Fofana de Lens. Il y a des courses, il y a des sprints qu'il ne fait plus. Et on n'a pas vu Diawy Cissé, mais je pense qu'on le verra bien assez tôt. Et même, je pense même, moi, ma théorie, c'est que Mady Camara va aller sauter Seko Fofana, d'une manière ou d'une autre. Globalement, cet effectif de Rennes, il est vraiment intéressant sur le papier. Quentin Merlin à gauche, Frankowski, défense centrale vraiment solide, hein, Jacquet, Rouault, Seydou et Brassier. Il manque juste offensivement le mec qui va te peser 15 buts. S'ils arrivent à trouver ce mec qui pèse les 15 buts qui doivent leur permettre d'aller viser plus haut, attention Rennes, parce que tout est globalement solide, hein. Voilà. C'est sûr, Fofana finira sur le banc. Ouais. Je pense que Fofana finira sur le banc, même si, franchement, il fait pas un match catastrophique, mais on voit les limites. On voit que c'est plus le Fofana d'avant, hein. Ils sont sur ardeur du Sporting. Il leur manque, pour moi, un 10. J'aime bien Fabian Rieder, mais il manque un peu de calcium. Ou alors c'est Ludovic Blas. Et un 9, voire 2. Parce que j'aime bien Moussa Altamari. C'est un joueur qui est très, très actif, vivace. Mais c'est léger quand on veut viser haut. C'est un peu léger. Et qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Côté marseillais, j'ai noté 2 choses.
J'ai un problème avec la lecture du match de De Zerbi que j'ai trouvé très passif. À un moment donné, vous avez Rennes qui est à acculé, hein, qui a 10. Et l'OM continue avec sa base à 3 derrière, à tourner, avec cette incapacité chronique à accélérer dans les 30 derniers mètres. Alors oui, ils ont déchatté parce qu'ils ont quand même 2 poteaux. Est-ce qu'ils doivent gagner le match? J'en suis pas certain, parce que Rennes joue très bien le coup en contre. Et il y a un autre joueur avec lequel j'ai de plus en plus de mal côté marseillais, et qui pourtant est titulaire indiscutable aujourd'hui, c'est Højbjerg. Et je trouve Højbjerg, vous allez me dire si je suis trop dur, mais je trouve que Højbjerg a un côté un peu yaourt nature. C'est-à-dire qu'il n'est pas mauvais, mais je ne trouve pas la plus-value folle. Je trouve que c'est un joueur qui doit peser davantage par rapport à son statut et son expérience. Verretou bis, non, parce que c'est pas le même style de joueur. Mais un joueur comme Højbjerg, qui a vraiment une place dans cet effectif, doit peser plus que ça. Il ralentit un peu le jeu et il est trop yaourt nature à mon sens. Trop yaourt nature. Alors Angel Gomez va leur faire beaucoup de bien, mais du coup, si on part du principe que Højbjerg n'est pas une valeur sûre absolue, finalement, est-ce qu'il manquerait pas un peu de profondeur au milieu de terrain du côté de l'OM? Ou alors il faut faire reculer Rabiot, j'en sais rien. Rabiot qui joue aujourd'hui dans une position de numéro 10. Alors Rabiot, il est souvent performant là-dedans, d'ailleurs il aurait pu marquer. Hein. Mais voilà, c'est vrai que tu as raison, Guerrius. Il y a une nervosité qui se dégage de De Zerbi. Et en fait, je me demande si De Zerbi est pas peut-être inadapté au contexte marseillais. Qui est quand même... c'est hard le contexte marseillais. Hein. C'est dur de s'en emparer. Hein. Ça fait combien de coachs qui réussissent à cramer les Marseillais, hein. Et je suis curieux de voir l'évolution de cette équipe de Marseille et même la fin de leur mercato. On sait qu'il y a Ordonez qui devrait arriver et du coup la structure de l'OM va changer un petit peu puisqu'on devrait avoir une défense centrale avec Ordonez qui prendrait la place de Medina qui, à mon sens, décalerait côté gauche pour devenir latéral, une espèce de latéral inversé pour que de l'autre côté Weah puisse jouer beaucoup plus haut puisqu'on a vu, le problème. Là, on a eu Egan Riley qui a fait un très bon match en défenseur droit, mais quand Weah est rentré, il y avait beaucoup plus de liants offensivement du côté droit de la défense marseillaise. Mais avec la Ligue des Champions, il manque encore un petit peu de trucs dans cet effectif, je pense. Il manque un petit peu de choses. Il y a un problème de positionnement au niveau de la communication. Les joueurs qui parlent beaucoup de titres, je pense que ça va finir par les desservir. Je suis d'accord avec toi, T-Center. Ouais. Angel Gomez sur 2 passes, il y en a 3 vers l'arrière. Je suis d'accord. Après, c'est son premier match. C'est quand même un bon joueur. Je suis pas convaincu de l'association Højbjerg-Gomez. Je pense que la place de Rabiot est peut-être un peu plus bas. Et on verra comment De Zerbi arrive à orienter son équipe. Peut-être, je sais pas, peut-être qu'on aura Gouiri en faux neuf, j'en sais rien. On va voir. À 10-15 minutes, ça va être 2 heures de kiff toutes les semaines. Bah là, c'est le premier match, c'est le match d'ouverture, donc on va y passer un petit peu de temps. Mais on passera pas autant de temps sur Angers PFC, hein, je vous annonce. Mais voilà, je pense qu'on a globalement tout dit. Dans les tops et les flops, les tops, j'ai mis Egan Riley, que j'ai trouvé vraiment très très bon sur sa première mi-temps. Rouli, qui tient le match aussi d'une main de maître. Et côté Rennais, j'ai mis Jacquet, Rouault et Merlin, que j'ai trouvé très très bon. De manière générale, j'aurais pu mettre Rongier, que j'ai trouvé très bon aussi. Évidemment, Ludovic Blas, qui est le super sub de ce week-end. Dans les flops, Gouiri, totalement invisible, totalement inutile. Højbjerg, yaourt nature, goût nature, avec 0% de goût dedans. Et Balerdi qui a été mauvais sur le but de Blas et qui a été mauvais de manière générale. Il a 2 opportunités sur des coups francs ou des corners d'y aller et il n'y va pas. Balerdi, vraiment pas bon, j'ai trouvé. Rowe aussi qui a tout raté, c'est vrai. Et Greenwood aussi. En vrai, Marseille a vraiment pas fait un bon match. Et au-delà de ça, je trouve que c'est un match inquiétant même. Alors, c'est le premier match. Et ils vont jouer le Paris FC. Et le Paris FC, normalement, largement à leur portée. Mais des blocs bas, ils vont en affronter un Marseille. Ils vont en affronter une tétrachier pendant toute la saison. Et il va falloir faire mieux que ça. Il va falloir trouver un moyen d'accélérer. Il va falloir trouver un moyen de faire bouger ces blocs bas. Parce que là, Rennes, normalement, c'est pas bloc bas. C'est juste que là, ils ont pris un carton rouge à la 30e minute. Mais Paris FC, ils vont pas venir au Vélodrome pour jouer au foot. Hein. Donc attention. On va perdre contre le PFC. Non, je pense pas, parce que le Paris FC, c'est faible pour l'instant. C'est très faible. Vous allez voir, on va en parler un petit peu après. Voilà, on a fait le tour sur Marseille. On va enchaîner avec le deuxième match. Et là, bon, on va encore prendre un petit peu de temps, mais c'est la victoire de l'Olympique Lyonnais contre le RC Lens. Ça a été dur, avec un but de Mikotadze à la 45e minute, bien servi par Fofana, qui est lancé dans le dos de... Merde, c'est qui leur arrière droit? C'était Udol, hein, il me semble.
Udol ou non, c'était Aguilar, pardon, dans le dos d'Aguilar, qui remet en retrait à Mikotadze, et Mikotadze qui vient inscrire son premier but de la saison. Un match qui a été très très laborieux pour les Lyonnais en deuxième mi-temps. On a subi. Quand Florian Thauvin est entré, on s'est chié dessus, mais l'OL a tenu, et je pense que c'est un match qu'on n'aurait pas gagné l'an dernier. Vous voyez, Lens méritait le nul, oui, c'est vrai, mais en même temps, l'OL a bien tenu défensivement malgré les errances de Moussa Niakhaté, et bien tenu par un Clinton Mata en feu. Vous regardez les stats, effectivement, Lens aurait mérité de s'en sortir avec un nul à minima, plus de tirs cadrés, plus d'occasions, plus de possession de manière générale. On a pas mal de choses à dire sur ce match. Déjà, sur la compo. La compo de l'OL, on n'a toujours pas d'ailier droit. Donc on a joué avec Ainsley Maitland-Niles, ailier droit. Eh ben il faut plus. Moi, je me rappelle, dans LZ, je vous avais dit qui vous gardez entre Koumbedi et Maitland-Niles, et moi j'ai dit Koumbedi. Et vous avez été nombreux à me dire dans le chat que j'étais zinzin. Maitland-Niles, quand il n'a pas envie, il n'a pas envie. Vraiment, il est à deux doigts de tuer le match, Maitland-Niles, sur cette rencontre. Il était nonchalant, imprécis, même sur des passes faciles. C'était une catastrophe. Déjà qu'on sort d'une saison catastrophique, on doit se taper Christophe Josse et Daniel Bravo aux commentaires. Si en plus sur le terrain, on a des mecs qui n'ont vraiment pas envie d'être là, ça sert à rien. Donc il va falloir cet ailier droit. On sait que c'est le chantier principal de l'Olympique Lyonnais, c'est l'ailier droit. On a Karabek qui est arrivé, mais Karabek, c'est pas suffisant pour être titulaire. On le sait. Il va vite falloir cet ailier droit parce qu'on ne peut pas jouer avec Maitland-Niles ailier droit, c'est pas possible. Maitland-Niles, il va surtout falloir que son attitude change parce que déjà, Aretafé, ça allait pas. Quand il est très bon, Maitland-Niles, j'adore le joueur. C'est un joueur brillant, mais il est irrégulier. C'est factuel. Je dis pas que Koumbedi est meilleur, parce que Koumbedi, il a encore des défauts, il prend encore un carton jaune et compagnie, mais ça a été un peu laborieux. Même du côté de Mikotadze, j'ai trouvé ça insuffisant à la finition. Mikotadze, il a deux énormes occasions où il doit marquer. Il y en a une notamment où il tergiverse sur son pied droit, et il y en a une où il est pied gauche, et frère, il va falloir taper du pied gauche de temps en temps. Alors oui, il finit par marquer, encore heureux d'ailleurs, parce que le centre en retrait de Fofana, il lui tombe vraiment pile dessus, même si l'appel il est bon. Mikotadze, il a la saison de l'OL sur ses épaules, il doit à un moment donné être tueur. Il va falloir qu'il pèse 15 ou 20 buts, Mikotadze minimum, si on veut que l'OL puisse viser haut, voire plus. Parce qu'il est tout seul. On sait que l'OL cherche un neuf remplaçant, parce que si aujourd'hui Mikotadze se pète, c'est la catastrophe ADA. Mais sinon... il va falloir plus d'instinct de tueur. On sait que la Casette lui a envoyé un petit message en lui disant c'est à toi d'écrire l'avenir de l'OL, etc., etc. Moi, je crois en Mikotadze, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et ça doit être la saison plus 1, la fameuse saison plus 1. Vous savez, il y a eu 1 an d'adaptation dans l'ombre de la Casette, il n'a pas été titulaire toute la saison. Là, il va être titulaire à tous les matchs, il va être titulaire indiscutable, il doit marquer les occasions qu'il a. Sur ce match-là, il marque un but, mais il doit en marquer 2. Du côté de l'OL, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Niakhaté. Alors, il y a des gens qui ont dit que j'étais méchant avec Niakhaté. Je suis désolé, mais il s'est fait prendre tout le match par Ryan Fofana, qui est quand même un jeune bébé. Pareil, il faut qu'il step up, Niakhaté. C'est le leader du vestiaire, il est hyper important pour le club. Il va falloir qu'il soit meilleur que ça, Niakhaté. Il n'a pas été bon, je suis désolé. Mata a rattrapé un demi-milliard de ses conneries. Il y a eu des situations un petit peu litigieuses, on ne va pas se mentir. Même si pour moi, il n'y a pas péno sur Mata qui déséquilibre Saïd. C'est pas assez fort pour qu'il y ait péno. Mais Niakhaté, toujours pris dans le dos, dans les appels dans le dos. Il n'a pas été aidé par Abner, mais quand même, c'est pas suffisant, quoi. Avis sur le milieu de terrain. Alors, je vais pas vous mentir, le milieu de terrain, quand j'ai vu Tessman Morton, j'étais inquiet parce que j'ai vu le match contre Étafé et je pense que les deux sont pas complémentaires. Et la premier quart d'heure de Tessman est calamiteux. Mais après ces 15 minutes difficiles, Tessman est allé un petit peu plus haut. Et quand il est monté un petit peu plus haut et qu'il a compris que c'était à Tyler Morton de faire la relance, ça a été vachement mieux. Et quand Tessman s'est mis à bouger partout, il a récupéré un nombre de ballons incroyable, il a foutu la paix à Morton à la relance et ça a été vachement mieux. Donc finalement peut-être, parce que finalement si on doit garder quelque chose de ce match-là côté lyonnais, c'est surtout le milieu de terrain qui paradoxalement a été plutôt bon, notamment sur la deuxième partie de la première période. Morton, il y a l'énergie du mec qui joue la tête haute. Et moi j'adore les mecs comme ça qui jouent la tête haute. Voilà, ce que Tessman n'est pas capable de faire. Tessman a beaucoup de mal à se retourner, Tessman a beaucoup de mal à jouer tête haute et à utiliser son jeu long. Et finalement,
Tessman, dans ce registre presque de box-to-box qui a été permis par le fait que Morton reste en 6, a été plutôt bon. J'ai été dur avec lui en début de match, mais il a été plutôt bon. Il fait plutôt un bon match, Tessman. Et Tolisso, évidemment, c'est exactement ce que tu dis, M6, dans le chat. On banalise la perf, mais Tolisso, qu'est-ce que c'est fort! Qu'est-ce que c'est fort, Tolisso! On va souhaiter, on va prier, encore une fois, comme l'an dernier, qu'il lui arrive rien, qu'il fasse toute la saison et qu'il aille la jouer, cette putain de Coupe du Monde, parce qu'il la mérite. Mais Tolisso, on banalise maintenant. Mais quand je pense qu'il y a 2-3 ans, enfin, je veux dire, on avait écrit le discours pour l'enterrement de Tolisso, moi le premier, tous, on l'avait mis à la poubelle, Tolisso. Quelle résurrection incroyable, on banalise, effectivement. Donc ce milieu de terrain, on va voir ce qu'il en est, parce que là, on avait un milieu à 3 avec Tolisso plus haut, on sait que l'arrivée de Pavel Schulz, à un moment donné, doit rebattre les cartes de ce côté-là, mais en même temps, Pavel Schulz peut aussi jouer sur l'aile. Donc peut-être que Pavel Schulz, si Fofana s'en va, jouera côté gauche et on aura un ailier plus dans le style de Fofana côté droit. Je ne sais pas aujourd'hui. C'est difficile de dire comment cette OL va se bâtir. La seule certitude, c'est que Morton va être titulaire et que Tolisso va être titulaire. Est-ce que Tessman a sa place? Oui, parfois. Non, d'autres. À mon sens, non. Il est là dans la rotation. Mais on a encore pas mal d'incertitudes sur ce à quoi va ressembler l'OL à la fin de ce mercato, puisqu'on est toujours dans la recherche de ce fameux ailier droit. Aujourd'hui, l'OL n'a pas d'ailier droit, puisque Nuama est blessé, Karabek, c'est une solution de rotation, et Maitland-Niles n'est clairement pas ailier. Tessman sur le départ, possiblement. Oui, je pense que s'il y a une offre pour Tessman, il s'en va, puisque Tessman a une valeur marchande, il n'est pas indispensable à l'équipe, et il a un gros salaire, Tessman. Il touche 150, 160 000 euros par mois, quelque chose comme ça. Donc on ne retiendra très probablement pas Taner Tessman s'il doit partir. Peut-être ira-t-il remplacer Denis Zakaria à Monaco. On peut rêver. Ils ont pris Jean Lucas à 14 millions. Qui sait. J'ai un petit problème avec la lecture du match de Fonseca, dont j'ai trouvé les changements très tardifs. On a eu ce sentiment avec Lyon de il va attendre qu'on prenne un but pour changer des trucs. C'est un sentiment qu'on a beaucoup eu l'an dernier, notamment contre United. On va pas se mentir. De qu'est-ce qu'il attend? Et on a eu des entrées à la 87e, des entrées qu'on fait du bien, puisque Karabek, il est rentré, il a mis un tacle assassin, il a pris un jaune. C'est ça qu'il fallait faire. Voilà. Donc j'ai toujours ce petit problème avec la lecture des matchs et la frilosité des changements de Fonseca. Mais voilà, on met qui à la place de Tessman s'il part? Je pense qu'on recrutera. Après, n'oubliez pas que Mangala va revenir et qu'il y a Mera qui va prendre de la place dans l'effectif d'une manière ou d'une autre. Je pense que si Tessman s'en va, l'OL recrutera un autre milieu de terrain, peut-être Pierre Lesmelou, même si je pense que Pierre Lesmelou va avoir du mal à partir parce qu'il a encore fait un très bon match contre Brest. Karabek a plus de cartons que de ballons touchés en Ligue 1, effectivement. Chose qu'on reprochait beaucoup à Sage. Ouais. Tessman, ça va. Tessman, je trouve les gens un peu durs avec lui parce que c'est un joueur qui est franchement moyen plus, mais qui est jeune. Je vois pas de marge de progression immense, mais je pense que dans la rotation, il fait du bien. Maintenant, je pense que c'est un joueur qui a un salaire trop élevé pour être dans la rotation. Je pense, à mon sens. On n'a pas beaucoup parlé de Lens. Avant d'aller sur Lens, je voudrais qu'on parle de Rémi Descamps, puisque Rémi Descamps, c'était probablement son dernier match en tant que numéro 1, à part peut-être la Coupe. Et merci Rémi pour l'intérim, puisque très gros match de Rémi Descamps. On a eu l'officialisation de Dominique Greif. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez voir Zach faire grrr. Voilà, c'est très intéressant. Donc ça y est, l'OL a son gardien de but titulaire. Merci Rémi Descamps pour l'intérim. Homme du match, Rémi Descamps. Je crois qu'il a sorti 4 arrêts, dont notamment un arrêt réflexe magnifique. Vraiment une petite manchette à la Neuer là, qui était parfait. Donc merci à lui. Il aura bien dépanné. Et c'était très bien. Tessman, c'est correct sans plus avec des moments d'éclat. Donc oui, les gens sont durs. Ouais. Les gens sont un peu durs avec Tessman. On n'en attend pas plus que ça. Du côté de Lens, j'ai 2 choses à noter. La première, c'est que leur mercato n'est pas terminé, très clairement. Ils sont faibles devant. Alors là, ils n'avaient pas de bol parce que Martin Satriano était jeune papa, donc il était absent. Donc on s'est retrouvé avec une ligne d'attaque Saïd Guilavogui. Alors, Morgan Guilavogui, je suis désolé, j'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris les qualités de ce joueur. Il avait été à Sampoli l'a acheté et Lens a activé son droit de rachat. Donc ça veut dire qu'au lieu de le vendre 3 millions à Sampoli, ils ont remis 4,5 millions sur la table derrière pour l'acheter. Et Morgan Guilavogui, je le trouve vraiment moyen, quoi. Vraiment très moyen. C'est un joueur qui n'est pas très fin techniquement. Lens ne peut pas faire une saison entière avec Guilavogui. On sait qu'ils sont en recherche d'un autre neuf. On ne sait pas trop qui pour l'instant. Je crois qu'on ça parlait de Mostafa Mohamed, si je ne dis pas de bêtises. Mais pareil, ce n'est pas un joueur qui est très fin techniquement.
Maintenant, Lens, il y a quand même une base qui est très intéressante. On a eu Malang Sarr qui a fait un très bon match. On a eu surtout, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce Lens-là, c'était la connexion entre Mathieu Hudol, excellent centreur, et Daver Machado, qui est un zinzin. D'ailleurs, Daver Machado, il a 31 ans quand même. Dommage que ce mec-là ait pas percé plus tôt parce que c'est vraiment un très 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 bon joueur de foot, terrifiant au niveau de la frappe de balle. Et vous avez cet axe gauche là de la défense avec Machado qui prend beaucoup des appels, qui va beaucoup frapper au but, avec notamment cette reprise un peu Umtiti-esque contre Tottenham qui passe juste à côté, et Mathieu Hudol qui est probablement l'un des meilleurs centreurs de Ligue 1, lui aussi, pas sorti de nulle part mais qui a fait beaucoup d'années à Metz et qui s'est blessé un nombre incalculable de fois alors que c'est un excellent joueur. Cette base-là, il faudra que Simon Baidoo fasse un peu mieux parce qu'il n'a vraiment pas été bon, mais c'est quand même pas mal du tout. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant pour Lens? Au milieu de terrain, on sait qu'Andy Diouf, il a ses limites, mais c'est quand même un bon joueur. Il est courtisé. À côté, vous avez Thomasson. En 10, vous avez Thauvin qui n'est pas encore prêt. Et vous savez quoi? Heureusement, parce que quand il est rentré, on a quand même senti la différence. Quand Thauvin est rentré, moi j'ai fait caca culotte. 32 piges, je pense que c'est un bon recrutement quand même. Donc pareil, on va voir ce que ça donne sur la durée de la saison. Mais je pense vraiment qu'un Thauvin dans cette forme-là, athlétique, puis je suis désolé, mais il est beau, Thauvin. C'est un beau footballeur, là. Avec son numéro 10, son petit bandeau, on dirait Francesco Totti, là. Il y a un truc, quand même, quand il rentre, quoi. Il a du flow. Et je pense qu'il va faire beaucoup de bien à ce lance-là. Bah oui, je suis désolé, les gars. Il y a des joueurs, ils sont élégants sur le terrain. Il a une élégance, vraiment. Il me fait penser à cheveux au vent, là, à Totti, quoi. Thauvin a fait reculer l'OL rien qu'en rentrant. Ah bah, quand il est rentré, dès qu'il avait le ballon, j'avais peur, moi. Voilà, j'avais peur. Alors peut-être on est en 2012 d'avoir peur quand Thauvin déborde sur le côté droit, mais voilà, il est Torres Prime. Ouais, il y a un flow italien, exactement. On sent que son passage à l'Udinese, ça lui a donné le flegme italien à Florian Thauvin. Thauvin, on ronfle. Non, on va pas beaucoup ronfler, je peux vous le dire. On va pas beaucoup ronfler, Thauvin. Il a été nul, il a perdu énormément de ballons. Oui, mais il crée le danger. Et je suis très curieux de le voir sur la durée de la saison parce que autant c'est un joueur que j'aimais pas à Marseille, mais je trouve que j'ai vu son interview avec Zach et compagnie, c'est un mec qui aime le foot de toute façon. Pour partir aller jouer au Mexique, c'est qu'il aime le foot. On va voir. Je pense que s'ils ont un bon neuf qui est capable de jouer la profondeur avec un Thauvin qui est capable de lancer, ça peut faire mal. Mais voilà, bon, je pense qu'il y a quand même une bonne base du côté de Lens, mais offensivement, c'est pas suffisant. Et je suis vraiment très séduit par ce côté Hudol Machado et par Risser, même si Risser a quand même quelques petites limites sur le jeu au pied. Risser, 3 millions, je pense que c'est quand même une bonne pioche. Voilà. De Taverneau sur l'after, la porte est grande ouverte pour Canal+, mais pour venir, il faut que ce soit des véritables partenaires. Oui, alors De Taverneau, il ouvre la porte à Canal, évidemment, puisque Canal, c'est la garantie d'avoir des centaines de milliers d'abonnés de plus. Donc voilà. Pas beaucoup de joueurs réguliers. Ouais, on verra. Je sais pas où placer Lens aujourd'hui. Je pense vraiment que ça va dépendre de leur capacité à recruter un neuf qui marque. Parce que Saïd, c'est pas suffisant sur la saison. Guy Lavogui, pour moi, c'est pas assez bon. Et Satriano, c'est bien, mais c'est pas ouf. Il manque à Lens un mec qui empile des pions, quoi. Voilà. Même Mostafa Mohamed, je pense que c'est pas ouf, quoi. Entre 7 et 10. Ouais, je mettrais entre 7 et 10, ouais. Entre 7 et 10. Il reste 12 jours. Non, mais vous savez, le mercato en Ligue 1, ça s'accélère toujours sur la fin. Voilà. Sotoka est vieux, oui. Bah voilà, on est sur une fin de cycle aussi du côté de Lens. On verra bien ce qui s'y passe. Thauvin ne sera pas éternel. Sotoka ne sera pas éternel. Même Thomasson ne sera pas éternel. On verra cette saison. Aller chercher Dalinga à Bologne. Mais c'est cher. C'est cher, Dalinga. Par contre, Dalinga à Lens, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Descamps meilleur que Griffes. Si ça se trouve, Descamps, il a des limites quand même. Le jeu au pied n'est pas terrible, les sorties aériennes sont pas terribles. On verra, rien ne garantit que Griffes sera meilleur. Victory Barbeau. Dans les tops, qu'est-ce que j'ai mis? Descamps, évidemment, Tolisso, Hudol Machado, et j'ai mis Tessman, quand même. J'ai mis Tessman. Je vous avoue que, et j'ai pas mis Mata, mais évidemment Mata a été excellent. Je vous avoue que j'ai pas compris la note de Fofana dans l'équipe. Je comprends pas pourquoi Fofana a 8. Il fait pas un mauvais match, Fofana. Il donne une passe D, il débloque le match. Mais il rate une occasion toute faite où il doit piquer le ballon, il ne le pique pas. Et il a quand même pas réussi grand-chose à côté de ça. J'ai pas compris pourquoi il a 8. Voilà. Pour moi, Fofana, c'est 6, mais pas plus. Voilà. Pas mal la com de l'OL en ce moment. Oh bah, pas qu'en ce moment, ça fait quelques temps qu'elle est pas mal la com de l'OL. Faut le vendre, donc 8 dans l'équipe. Ouais, quelque chose comme ça, j'en sais rien. Non, voilà. Du côté de l'OL, c'est quand même rassurant de gagner le match d'ouverture. C'est pas tous les jours. C'est-à-dire, on a le droit de gagner des matchs en août. Voilà, première nouvelle. On a le droit de gagner des matchs pendant une période de mercato. C'est bien le signe qu'il y a quand même quelque chose qui tourne dans ce club, même si ça a été dur.
faudra être meilleur dans le jeu contre Metz. La chance qu'on a, c'est que Metz, c'est pas terrible du tout, on va le voir après. Et après, on aura la très très grosse échéance avec ce match contre l'OM dans 2 semaines. Mais globalement, on a tout dit sur l'OL. Le mercato n'est pas encore terminé, les recrues ne sont pas encore pleinement intégrées. Ça va bouger, on ne sait pas si Fofana va rester, on ne sait pas si Pavel Schulz va réussir à s'intégrer à ce collectif. C'est quand même un joueur particulier, avec un profil particulier, un peu hybride. On ne sait pas ce que ça vaut Karabekh, on ne sait pas trop ce que ça vaut Monrera non plus, on ne sait pas si Testman va rester. Il y a quand même beaucoup de points d'interrogation encore du côté de l'Olympique lyonnais. Pour l'instant, moi évidemment, j'attends de voir Pavel Schulz avec sa dégaine à aller au sucre, s'éclater la gueule. Mais de manière générale, plutôt rassurant de pouvoir gagner à Bollaert en ouverture parce que c'était vraiment pas un cadeau pour l'OL d'affronter Pierre Sage pour sa première sur le banc, Pierre Sage. Mais Sage a fait du Sage, vous voyez. Les qualités de Pierre Sage, c'est-à-dire ça essaye de jouer au foot, et puis les défauts de Pierre Sage, c'est-à-dire que quand ça joue en reculant, c'est pas bon quoi. Donc voilà, on a quand même une bonne base côté lyonnais avec un gros joueur sur chaque ligne, puisque Tagliafico est resté, donc maintenant on a un gardien titulaire, on a Tagliafico qui reste, on a Tolisso qui a l'air d'être reparti sur les mêmes bases que l'an dernier, et on a Mikotadze devant. Il faudra, s'il vous plaît, réussir à garder Fofana, et peut-être que ça tiendra le coup cette saison pour aller viser un peu plus que le top 6. On verra bien. Voilà sur ce qu'on avait à dire sur ce match entre Lens et l'OL. Si vous voulez faire des notes à la Zub, on va dire Koumbedi 5, Mata 8, Niakate 5, Abner 6, parce qu'il y a quand même une très belle ouverture pour Fofana. Milieu de terrain, Morton 6, Tessman 6, Tolisso 6,5, Fofana 6, Mikotadze 6 et Maitland Niles 2. Et Descamps 7, ouais. Voilà. Voilà. Abner Kata. Abner n'a pas été Kata. Hein. Abner a été. Il n'a pas beaucoup aidé Niakate. Par contre, la passe pour Fofana est magnifique. Vraiment, elle est magnifique. Voilà, on va passer au 3e match de cette journée. C'était le match entre Monaco et Le Havre. Il n'y a pas eu vraiment match lors de cette rencontre. Monaco était un monde au-dessus. Ça n'a pas mis longtemps à se décanter puisqu'à la 32e minute, c'est Golovin qui centre et qui touche Lloris. But contre son camp de Gauthier Lloris. À l'heure de jeu, Eric Dyer vient planter une tête sur corner. Derrière, il y a un tout petit espoir avec Rassoul Ndiaye sur un très beau but où Vanderson se chie complètement. Il se chie une première fois, il revient, il se fait ouvrir par Rassoul Ndiaye. Il y a but, il y a 2-1. Et puis Le Havre n'a pas trop eu le temps de rêver puisque Akliouche est venu reprendre un centre de Zakaria sur une percée magnifique de Zakaria pour aller planter le 3-1. Monaco est leader de Ligue 1 après cette journée. Ils ont gagné en marchant, oui, exactement, ils ont gagné en marchant. Pogba n'était pas encore prêt, il était en tribune. Fati, c'était pareil. On n'avait pas beaucoup d'autres absents du côté de Monaco. On avait juste Mawissa en défense centrale qui avait fait une bonne prépa d'après ce qu'on m'a dit et qui du coup a sauté Kerrer et a sauté Singo pour l'instant. Et on avait Thésée plutôt que Vanderson à droite. Et Vanderson, on a compris pourquoi, puisqu'il s'est fait complètement bouffer sur le but du Havre. Pour le reste, c'est un 4-2-3-1 des familles avec quand même un effectif du côté de Monaco qui est bien armé. Qui est bien armé. Du côté du Havre, on avait un gros béton bien dégueulasse avec un 5-3-2. Très honnêtement, le Havre, on en avait parlé sur le mercato. C'est un mercato anti-gaspi. Une défense à 5 avec un Sanganté côté droit qui a vraiment pas été bon du tout. Alors, Seko, le japonais, était pas mal. Après, malheureusement, il n'y a pas grand-chose dans cette équipe, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Je suis inquiet pour le Havre. Alors après, ils réussissent toujours à s'en sortir avec des effectifs complètement pourris. Mais il n'y a quand même pas grand-chose à garder de ce match du côté du Havre. Ils auraient pu en prendre plus. Il y a une grosse frappe de Mika Biret en première période. Il y a eu un poteau pour Akliouche juste avant la mi-temps. Il y a eu un énorme cafouillage en fin de match également. Et alors le gardien, Moridio, il se trouve complètement sur le but de Dyer. Le Havre, c'est pas bon. Bétonator dès le début. Alors on sait que le Havre, ils vont pas jouer leur maintien sur des matchs comme ça. Le Havre, ils jouent leur maintien sur des adversaires à leur hauteur. Mais j'ai mis le Havre dans le wagon de la descente parce que je pense qu'ils ont vraiment pas ce qu'il faut. Il y a eu vraiment un tout petit sursaut d'orgueil avec Rassoul Ndiaye et en fin de match. Mais ouais, c'est du low cost. On sent que ça n'a pas de thunes et ça va être un petit peu compliqué pour eux, je pense.
Du côté de Monaco, vous l'avez vu, Denis Zakaria va partir pour une somme astronomique du côté d'Al Ahly. Et l'effectif de Monaco, c'est sûrement l'un des meilleurs effectifs de Ligue 1 sur le papier, quasiment doublé à tous les postes avec des joueurs de grande qualité. Mais il y a un secteur où ils sont légers, c'est le milieu de terrain. Parce qu'aujourd'hui, vous avez Lamine Camara, vous avez Denis Zakaria, vous avez Paul Pogba, c'est à peu près tout au milieu de terrain en fait. Donc si vous perdez Zakaria, alors ils ont dit qu'ils avaient déjà la piste pour le remplacer. Mais Zakaria, c'est probablement aujourd'hui l'un des joueurs majeurs, piliers de l'AS Monaco. Si vous vendez Zakaria, il va falloir le remplacer sacrément bien. Je ne sais pas du tout comment ils vont faire. Oui, c'est pas encore fait, mais ça se murmure quand même. Puis vous avez Camara qui va partir à la CAN, dans ce qu'on me dit. Il a refusé à Skip. Bah, ce serait bien pour Monaco. Alors après, Monaco avait l'air très content de récupérer 40 patates. Mais si Pogba ne revient pas à un bon niveau, vous êtes léger au milieu de terrain quand même. Hein. Donc, pour moi, Denis Zakaria, c'est un des meilleurs joueurs de Ligue 1, simplement. Il sait tout faire, il sait jouer partout, il sait faire des percées. C'est un joueur qui est adroit techniquement, alors que c'est quand même un buffle. Pogba va le remplacer large. Mais Pogba, on ne peut pas compter dessus. Hein. Pogba, c'est comme Tolisso quand il arrive à l'OL. Il ne faut pas le compter dans l'effectif, jusqu'à preuve du contraire. Pogba, rien ne dit qu'il reviendra à un niveau tolérable. Ça fait 4 ans qu'il n'a pas joué. Je lui souhaite, parce que c'est un très bon joueur de foot et je souhaite à Monaco de pouvoir compter sur ce très bon joueur de foot. Mais aujourd'hui, on ne peut pas garantir que Pogba soit un membre à part entière de l'effectif de Monaco. Donc, et puis c'est pas demain la veille qu'il va revenir, Paul Pogba. Donc voilà, c'est pas lui qui a refusé, ça a été coupé par Monaco rapidement. Plus Al Ahly n'a pas de place pour un joueur de plus de 21. D'accord, on va voir. En attendant, il faut surtout pas, à mon sens, qu'ils perdent Zakaria, parce que Zakaria, pour moi, c'est la différence entre la 2e et potentiellement la 4e place pour Monaco. C'est un joueur majeur, clé de cet effectif. Pour le reste, ils sont vraiment armés partout. Hein. Vanderson, Thésée côté droit. Alors, il manque peut-être côté gauche un petit peu de variété pour Caio Henrique. Devant, Minamino, Akliouche, Ben Seguir, Biret, Balogun. Il y en a partout. Voilà. Encore faut-il réussir à garder Akliouche. Mais c'est un bel effectif, une équipe qui tourne bien. Ils ont vraiment gagné doigt dans le pif. Hein. Ils ont gagné doigt dans le pif. Alors oui, c'est le Havre en face. On verra la semaine prochaine si ça arrive à perfer autant. Mais j'ai oublié Golovin, effectivement. J'ai oublié Golovin. Surtout que Paris peut prendre Akliouche. Ouais, il faut dégraisser. Oui, ils ont besoin de vendre, Monaco, on le sait. Ils ont un mercato qui est très très paisible pour le moment. Hein. Mais c'est pour moi les favoris pour la 2e place, avec l'OM évidemment. Mais à l'heure où je vous parle, je pense que Monaco est devant l'OM pour la 2e place. On verra à la fin du mercato. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Bah, c'est tout en vrai. Hein. C'est tout. Dans les tops, j'ai mis Eric Dyer et Akliouche, qui ont fait de très bons matchs. Et dans les flops, Moridio, gardien du Havre, qui c'est pas suffisant pour moi. Pas suffisant. Après, encore une fois, quand t'es le Havre, qui tu veux aller chercher en gardien de but qui coûte pas cher ? Moridio, c'est pas terrible. Sangante, catastrophique. Et plus globalement, le match. Parce qu'il y a beau y avoir 3-1, c'était quand même un match de merde. Voilà. Et de manière générale, c'était pas une journée de Ligue 1 passionnante, à l'exception de 1 ou 2 matchs, on va dire. Et malgré le score, c'était pas un match qui était très, 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 très vivant. Descamps, bah, en vrai, ouais, Descamps, ouais. Ouais, Descamps, mais c'est trop tard. C'est trop tard. J'ai oublié Mbolo. Mbolo qui est sur le départ aussi. Patouillet n'est pas dispo pour un prêt. En vrai, maintenant, ils ont pris Moridio, donc ils vont le faire jouer. Ils vont le faire jouer, hein. On enchaîne avec le match suivant. Alors là, là c'était dur. Hein. Oh, là, il a fallu tenir pour pas ronfler. Hein. Nice-Toulouse, 2 équipes qui vont pas très bien. Nice, un club à l'abandon par son actionnaire, où on voit bien que tout le monde s'en fout. Et Toulouse, qui sortait d'une prépa absolument calamiteuse. Vraiment. Mais alors là, ouais, là, il faut aimer la Ligue 1 pour se taper ce match-là. Hein. Alors, vous avez quand même 23 tirs sur le match, mais c'est un faux ami. Hein. C'était chiant. On a eu une très très belle saucisse de Diouf. Vraiment, je vous la recommande. Sur une passe en retrait de... Qui c'est qui fait la passe en retrait ? Djoumaba, je crois, qui fait une passe en retrait. Et je sais pas, Diouf, il a un brain freeze. Le ballon touche le poteau et il roule sur la ligne de but. On aurait pu avoir le plus beau CSC de la saison Day One. Pour le reste, je l'ai regardé en entier ce match-là. Peut-être qu'au bout de la 30e minute, j'ai lancé Battlefield. Peut-être. Voilà, je vais pas vous mentir.
Et vous avez donc cette délivrance signée Sidibé sur une passe, un centre d'un des meilleurs joueurs de la partie, si ce n'est le seul bon joueur de la partie qui était Yann Bo, qui envoie un centre qui passe devant tout le monde, Sidibé qui reprend côté droit, frappe, but, voilà, victoire de Toulouse, victoire extrêmement précieuse pour Toulouse, parce que Toulouse aussi, on les a potentiellement mis dans le club des 6 là, pour jouer le maintien. Ça pourrait nous noter. On va parler de Orban juste après. Globalement, j'ai noté dans mon résumé, là, juste à droite, globalement, un gros match de merde avec un déchet technique affreux des deux côtés. Vous sentez le mec qui souffre devant son match, là, quand même. Hein. Deux équipes pas vraiment au point, Toulouse prépa affreuse et Nice honteux contre Benfica. Deux mercato laborieux, stade à moitié vide, vraiment un match pas très sympa à mettre un samedi en prime. Voilà ce que j'ai noté. Au secours. Donc effectivement, je ne suis pas sorti samedi soir pour regarder Nice-Toulouse. J'ai fait des erreurs dans ma vie, ça en fait partie. Dans les tops, qu'est-ce que j'ai mis? Guillaume Rest, Sidibé et Gbo. Il n'y a pas grand-chose d'autre à retenir. Si Toulouse arrive à garder Yann Bo, à ce moment-là, il y a un espoir. Si Gbo s'en va, bon courage. Hein. Vraiment bon courage, parce qu'il n'y a quand même pas grand-chose dans cette équipe. Et alors, du côté de Nice, il y a un joueur, il a été nul à chier. Je vous laisse deviner lequel c'est. Mais vraiment, du début à la fin, moi, il m'a fait péter un plomb, des relances affreuses. En plus, il prend les coups francs. Jonathan Klaus, il a été horrible. 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 Vraiment, je l'ai trouvé affreux du début à la fin. Melvin Barr n'a pas été bon non plus. Après, Nice, globalement, ils n'ont pas été bons tous. Hein. Buonanni a été catastrophique aussi. Mofi, après, Mofi, on n'en attend plus rien. Hein. Mofi, s'il doit faire la saison avec Mofi, courage mes amis niçois, parce que ce qui se dégage de ce club, c'est vraiment un club qui a été laissé à l'abandon. Il manque plein de choses du côté de Nice. Ils ont une recrue, la Jansson, je comprends pas le profil. J'ai du mal à voir ses qualités. Alors, paradoxalement, je sais pas où placer, j'ai pas l'impression qu'il a fait un match horrible. Mais quand je suis allé voir sur Twitter, il y a des gens qui ont dit qu'il avait fait un super match et des gens qui disaient qu'il était nul à chier. Le mec est pas très rapide, il est pas très technique non plus, il a une petite vision du jeu. Je sais pas. Au moins, c'est un mec qui a de l'activité, ça c'est sûr. À voir. Mais Nice, on avait dit, quand on parlait du mercato, on avait dit un wagon un peu ventre mou 4-10. Pour l'instant, Nice, ils sont très en bas du 4-10. Hein. Très en bas. Et Francaise, on a l'impression que le mec est à bout. Hein. Francaise, j'ai l'impression qu'il s'est fait arnaquer en fait. On lui a vendu un projet, on lui a vendu Ineos, on lui a vendu des recrues. Puis là, il se retrouve avec... on lui a promis une Mercedes, il se retrouve avec une Clio 2 en fin de vie, quoi. Donc, Francaise qui termine pas la saison, oui, je pense, et je pense même que c'est lui qui part. Vraiment, j'ai de la peine pour lui. On sent qu'il donne des petites piques du côté de sa direction et tout. Il me fait de la peine, Francaise. Il me fait vraiment une Fiat Multiplace en pneu, ouais, c'est exactement ça. Du côté de Toulouse, il y a quand même une assise défensive plutôt intéressante. Je trouve que Cresswell, McKenzie, ça va. Paradoxalement, après en avoir pris je sais pas combien en préparation. L'équipe est pas horrible. Hein. L'équipe est vraiment pas horrible. Hein. Elle est moins horrible que ce que je pensais. Je m'attendais à bien pire avec Toulouse. Maintenant, ça manque de calcium devant, évidemment. Franck Magri, c'est pas très bon. Et Djouma, c'est moyen. Beau, c'est bon. Toulouse a recruté, vous l'avez vu, Gift Orban en prêt avec option d'achat. Alors, il y a beaucoup de Toulousains qui sont venus me demander... sur Twitter et qui sont venus me demander ça vaut quoi Gift Orban? Est-ce que ça peut nous aider? Alors nous les Lyonnais, on a eu Gift Orban pendant je crois 6 mois, peut-être un an, j'en sais rien. C'est un joueur qui a des qualités, notamment athlétiques, mais alors faut pas trouver de la finesse ou de l'intelligence chez le garçon. Hein. Gift Orban, il court, il tire, mais alors les passes, lever la tête et faire autre chose que des TikTok, c'est compliqué. Donc, est-ce qu'il va vous aider? Oui, en vrai. Parce que Gift Orban peut marquer 10 buts dans un TFC qui tourne. Mais alors, tenez-vous bien les gars, hein, parce que Gift Orban, il est divertissant. Hein. Il est très divertissant. Hein. Le compte TikTok de Gift Orban, c'est quelque chose. C'est un détraqué, hein, Gift Orban. Il est zinzin. Il est complètement zinzin. Maintenant, moi, j'avais une certaine forme de tendresse envers lui à Lyon, et j'étais presque triste qu'il s'en aille un peu tôt, parce qu'il n'y avait pas la place pour lui. C'est un mec qui peut vous apporter. Parce que c'est un mec qui court, c'est un mec qui va vite, qui est puissant. Je sais pas à qui vraiment on peut le comparer, mais c'est un peu, j'allais dire Terem Moffi, quoi. Mais c'est un bourrin, quoi. Hein. C'est un bourrin.
Mais non, il peut aider, bien sûr, il peut aider, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque du côté de Toulouse, c'est un attaquant qui puisse peser 10 buts et vous empêcher de jouer le maintien toute la saison. Ouais, il y a un côté Mariano Diaz, ouais. Ouais, il y a vraiment un côté Mariano Diaz. Il prend la balle, il tire. Je vous invite, les Toulousains, parce que vous ne le connaissez pas, Gift Orban, à aller regarder le but qu'il a marqué sur coup d'envoi et l'interview qui suit. C'est extraordinaire. Il y a vraiment une séquence de Gift Orban où il marque du milieu de terrain sur coup d'envoi et il y a l'interview avec le mec qui dit mais Gift, pourquoi vous avez, enfin qu'est-ce qui s'est passé? Et Gift Orban il dit bah moi je suis attaquant, j'ai le ballon, je tire, je marque. C'est hilarant, il est hilarant. Il marque pas? Si, il marque, non? Enfin bref, c'est un zinzin, c'est un malade. C'est un malade. Donc Mariano Diaz de Wish peut-être, hein, le Mariano Diaz qui joue à l'OL était excellent, le Mariano Diaz du reste de sa carrière n'était pas terrible. On verra, moi je trouve pas que ce soit une mauvaise idée du côté de Toulouse, je trouve ça intéressant. Maintenant il va falloir réussir à le dompter, hein, parce que putain il est complètement cinglé, Gift Orban. Complètement cinglé. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Mofi, j'ai marqué complètement Cramax. Je pense vraiment que Nice-Toulouse il m'a fait du mal. Hein. Mofi... je sais pas comment Nice va faire la saison avec. Hein. Il me semble qu'ils sont sur un attaquant aussi. Je crois qu'ils veulent Sinayoko d'Auxerre. Mais Auxerre veut le garder. Enfin, c'est compliqué. Je pense que ça va se décanter quand même. Bon courage. Hein. Vraiment bon courage. Nice. J'aimerais pas être supporter niçois. Là, hein. Il y a une sinistrose dans ce club. C'est terrible. Vraiment. Sinistrose généralisée. Hein. Laborde est encore là. Non, Laborde est parti. Hein. Nice, ils ont perdu beaucoup de monde au mercato. Ses commentaires sur les photos d'Ayas. oui, j'avais oublié ça. Non mais Gift Orban, renseignez-vous sur Gift Orban, c'est un baiser. Un baiser. On a signé Kevin Carlos de Bâle. Ah, j'ai pas vu. Même le stade, c'est la sinistrose. Non mais c'est vrai que Nice, c'est un club qui est un peu triste là-dessus. Le stade est toujours vide, alors qu'il est immense en plus. Je sais pas. Je pense que c'est un peu déprimant d'être supporter niçois en ce moment-là. Avec le propriétaire qui met plus un rond, l'effectif qui est pas au niveau pour aller chercher bien haut, l'élimination piteuse en barrage de... Après, on n'est jamais à l'abri. Nice, c'est quand même une valeur sûre du championnat, on verra bien. On verra bien. Le problème, c'est pas d'avoir perdu Laborde, mais Guessant, bien sûr. Guessant, c'est le joueur qui les a portés l'an dernier, et ils ont perdu Guessant sans le remplacer pour le moment. On verra bien. On verra bien. Bon, après avoir parlé de cet infâme match, on va passer au meilleur match du week-end. Vraiment, on s'est régalé. Le match de 15h du dimanche, là, celui du poulet rôti, de la digestion de Walker Texas Ranger. 3 partout entre Brest et Lille. On s'est régalé. C'était génial comme match. Du début à la fin, ça a été le bordel. Match trop bien. Si vous avez l'occasion de vous mater en replay sur Ligue 1+, faites-le. C'était rythmé du début à la fin. Tous Gigi, tous Rourou. Oui, effectivement, on va refaire un peu le déroulé du match. 30 premières minutes à l'avantage de Lille, 2 occasions de but, 100% Genesio, avec notamment ce but de Giroud à la 10e minute qui réussit à prendre dans le dos le Cardinal. Bon, grand respect pour Olivier Giroud, mais un appel d'Olivier Giroud qui prend le dessus sur toi si t'es défenseur alors qu'il a 38 ans, bon courage. Derrière, on a Haraldsson qui profite d'une grosse erreur de Brendan Chardonnay, même s'il n'est pas bien servi par je sais plus quel milieu de terrain qui fait une saucisse pareille. C'est qui lui fait la passe en retrait dégueulasse? Magnetti qui envoie une saucisse sur Chardonnay qui n'arrive pas à défendre, Haraldsson qui prend le ballon, qui fonce et qui marque le 2-0. Bon, là on se dit ça commence à sentir du fiac pour les Brestois. Et là, Kamori Doumbia. Il y a des gens qui m'ont demandé sur Twitter qu'est-ce qu'il fout encore à Brest. Alors le problème de Kamori Doumbia, c'est qu'il est hyper irrégulier. Mais alors Kamori Doumbia, quand il a la tête à l'endroit, c'est un joueur trop fort. Trop fort. Vous avez donc cette réduction de l'écart sur une grosse séquence brestoise. Il y a une espèce de cafouillage dans la défense et Ajor qui remet en retrait pour Doumbia qui marque. Et ensuite, on a Baldé qui déborde, qui remet à Doumbia, qui envoie un pétard de partout. Derrière, Lille, un peu contre le cours du jeu, revient dans le match avec un but de Muko sur corner. Là, on a eu une séquence un petit peu lunaire où vous avez l'arbitre assistant qui a levé son drapeau parce que le corner était sortant
et il serait sorti, sauf qu'en fait non. Du coup, les Brestois se sont arrêtés de jouer. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit, mais en vrai, ils n'ont pas trop arrêté de jouer. Donc, ils ont déposé une réserve technique. Enfin, c'est un peu rocambolesque cette histoire. Mais derrière, Brest qui réussit à revenir dans le match avec le Cardinal sur un vrai geste d'attaquant. Il était resté devant après un coup franc. 3 partout. Ils auraient pu gagner, les Brestois. Ils auraient même, je pense, mérité de gagner ce match-là parce qu'ils ont vraiment été meilleurs. Il y a quand même une bonne assise du côté de Brest qui a perdu cet été Mady Camara et qui a surtout perdu toute la totalité de sa profondeur d'effectif. Leur 11 est à peu près resté le même. Ils ont perdu Koulibaly en défense, qu'ils ont remplacé par Junior Diaz de l'Estac. Là, c'était le Cardinal qui était titulaire. Et ils ont surtout perdu Marco Bizot, remplacé par Majewski. Ça peut coûter des points. Ça peut coûter des points. Mais il y a une réserve, ouais. Après, en vrai, ils n'ont pas vraiment arrêté de jouer. Hein. Ils ont cherché une excuse, mais je peux comprendre que ça les ait perturbés. Mais non, match vraiment intéressant, équilibré, avec du bon foot. Domination brestoise au global. Lille a toujours cette réussite folle. Hein. Enfin, c'est l'école Genesio. Hein. 2 occasions de 2 buts en début de match. Le grand retour de Giroud qui a quand même joué 95 minutes. C'est à noter. 95 minutes pour Giroud, même s'il s'est éteint en fil des rencontres. Buteur pour son retour. Je suis quand même curieux de voir si ça ne va pas bloquer l'éclosion qui devrait avoir lieu de Fernandez Pardo, que moi j'aime beaucoup et qui est censé être attaquant de pointe. J'ai beaucoup aimé le match d'Haraldsson aussi, qui enfin, après un an, commence à péter pour de vrai aux yeux du monde. Le jeune, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il est islandais, Haraldsson. Islandais. Tu vois quelle saison pour Gigi? Je suis pas sûr qu'il fasse toute la saison titulaire quand même, hein, parce que 38 ans c'est tard quand même. Hein. Mais l'avantage de Lille, c'est qu'ils ont Fernandez Pardo derrière, donc ça devrait aller. J'ai vu, tu as bloqué un compte parodique de toi. Oui, on n'en parle pas, faut pas donner de visibilité à ces cinglés-là. J'ai noté le mercato brestois. On en a parlé déjà dans le récap mercato. Le mercato brestois, pour l'instant, il est à la fois pas si mauvais parce qu'ils ont perdu 2 éléments clés que sont Camara et Bizot. Et c'est pas beaucoup compte tenu de la saison de laquelle ils sortent. Mais il faut qu'ils mettent un petit peu de garniture autour de ça. Ils ont perdu tous les prêts et tous les joueurs un peu secondaires qu'ils avaient l'an dernier. Il va falloir qu'ils renforcent un peu cet effectif parce qu'aujourd'hui, vous avez un bon 11 de départ, mais vous n'avez pas de banc du côté de Brest. Et on l'a bien vu, hein, le banc de Brest, il est un peu triste. Le Lorenz il va arriver. Oui, il va falloir. Il y a Chotard qui doit normalement prendre la place de Mady Camara. C'est pas mal comme recrue, on va pas se mentir. Mais moi, j'ai trouvé Brest séduisant dans le football. C'est vraiment une équipe, quand on se rappelle d'où vient le Stade brestois en termes de qualité de jeu il y a quelques années, c'est une équipe où moi je suis content d'allumer la télé pour voir le Stade brestois, quoi. C'est une équipe que j'aime beaucoup. Moi, c'est peut-être une de mes équipes préférées en Ligue 1, évidemment derrière l'OL, hein, je ne suis pas supporter brestois. Mais s'ils arrivent à garder l'Esmelou, ça devrait aller. J'ai peur pour Brest qu'il y ait un départ de l'Esmelou d'une manière ou d'une autre, parce qu'il a encore fait un super match. L'Esmelou, il est indispensable à cette équipe, et s'ils perdent l'Esmelou et Camara, là, ça risque de devenir compliqué. L'Esmelou, oui, a bien joué. Moi, j'ai trouvé l'Esmelou brillant dans la relance. Vraiment ce profil quarterback, avec Magnetti, qui lui est un charbonneur. Magnetti, il court partout. C'est pas le joueur le plus fin techniquement, mais voilà, il y avait quand même un bel équilibre. Là, ça a joué en 4-2-3-1. Je pense qu'à terme, Brest a quand même vocation à revenir en 4-3-3, comme c'était le cas l'an dernier. Mais voilà, globalement, Mama Baldé, très bon match, j'ai trouvé, vraiment très très dynamique, passeur décisif, indispensable dans cette équipe, qu'il soit sur le banc ou en titulaire. Del Castillo a été bon aussi, Ajorc toujours aussi précieux sur les gelons. Ça devrait aller pour Brest cette année. Ils feront pas 3e, bien sûr, mais il y a une belle ossature, ça bosse bien. Je suis quand même curieux de voir leur fin de mercato. Qu'est-ce qu'ils vont prendre? Moi, je leur filerais bien Diawara en prêt, par exemple, du côté de l'OL. Mais chouette équipe qui joue du beau football avec un bel état d'esprit. Ils n'ont pas perdu leur leader, les latéraux sont toujours excellents. Hein. Kenny Lala, quelle valeur sûre quand même. Donc maintien tranquille, oui, plus que ça. Je pense même que Brest, ça peut jouer un peu plus haut, ça peut jouer 8, 7. Je serais même pas étonné de les retrouver en Conference League s'ils arrivent à garnir un petit peu ce 11 de départ qu'ils ont aujourd'hui, qui est très très sujet à de potentielles blessures ou indisponibilités. Donc voilà, c'est une belle équipe, c'est chouette. Du côté du LOSC, j'ai pas trouvé le LOSC bon. Hein.
Ils mettent 3 buts, mais je les ai trouvés un peu laborieux de manière générale. Une équipe qui met 3 buts sur 3 occasions, et puis c'est à peu près tout en vrai, hein, ils ne méritaient pas plus que ça, Lille. Je regarde là, on a une barre transversale de Mama Baldé, on a un retourné acrobatique de Le Cardinal, et on a quand même en toute fin de match un miracle de Majewski qui sort une frappe de Boady avec le ballon qui reste coincé entre ses pieds, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu cette action. Majewski qui vraiment ferme ses jambes, et vous avez le ballon qui reste coincé entre ces deux moon boots là. Voilà. Brest supérieur à Nice en vrai actuellement. Bah pour moi, Brest aujourd'hui, sur ce qu'on a vu sur la première journée, alors c'est très très hâtif, Brest ça se situe aux alentours de la 7ème place. Peut-être même plus haut. On verra. Si Brest arrive à choper des bons petits coups de fin de mercato, des bons petits prêts, et vient garnir cet effectif, aujourd'hui il leur manque quoi? Il leur manque, je pense, un peu de profondeur du côté arrière-gauche, un peu de profondeur au milieu de terrain, et allez, un ailier ou un neuf de plus pour avoir une équipe qui peut tenir la saison. Voilà. Et point d'interrogation sur les gardiens des deux équipes. Ouais, c'est vrai que c'était un point d'interrogation au début. Est-ce que Majewski est au niveau? On va vite savoir. C'est sûr que c'est une immense perte par rapport à Marco Bizot, qui lui a fait un super match pour ses débuts en Première Ligue. Et de l'autre côté, Berke-Hauser, par rapport à Chevalier, la perte est immense, hein. Lille, c'est compliqué pour l'instant. Le mercato n'est pas suffisant. Lille, vous avez perdu quand même, hein. Lille, vous avez perdu Chevalier, qui était le meilleur gardien de Ligue 1. Vous avez perdu Bafodé Diakité, qui était le meilleur défenseur de Lille. Vous avez perdu Gudmundsson, qui était un excellent arrière-gauche, en plus de perdre Bakker, qui était très utilisé par Bruno Genesio. Au milieu de terrain, vous avez perdu Angel Gomez, et devant, vous avez perdu Jonathan David. Donc, si vous prenez Chevalier et Jonathan David, vous enlevez déjà 20 points. Ces deux joueurs-là valent 20 points au championnat. Est-ce qu'avec les joueurs que vous avez pris pour les remplacer, vous récupérez ces 20 points? Non. Bizot, il est à Aston Villa, je crois. Zegrova, c'est quoi les news? Il n'y en a pas trop pour l'instant. Après, Zegrova a toujours été un joueur très irrégulier, donc je ne pense pas que ce soit une immense perte pour autant. Félix Correa a été plutôt pas mal pour son premier match. Haraldsson prend enfin la mesure de ce qu'il doit faire. Je ne suis pas certain que la perte de Zegrova soit immense pour Lille. Voilà. Ngoy, s'il se blesse pas, c'est vraiment bon. Ouais, Ngoy plutôt pas mal, puis recruté pas très cher, en plus 3 millions je crois. Maintenant il y a beaucoup de blessures, hein, du côté de Lille. Thiago Santos n'est toujours pas revenu. Vous avez le jeune Touré, si je dis pas de bêtises, qui s'est fait bouffer pendant tout le match, qui en plus est sorti sur blessure. Dans les tops, j'ai mis Doumbia. J'ai mis Doumbia, oui, bah oui, Doumbia évidemment, le doublé. J'ai mis Baldé, j'ai mis Pierre Lesmelou. Et côté lillois, Haraldsson, et c'est à peu près tout en vrai, hein. C'est à peu près tout. Dans les flops, j'ai mis Chardonnay, parce qu'il fait quand même une grosse saucisse. Touré, le latéral lillois, qui a été compliqué. Benjamin André, dont j'ai trouvé le match très très compliqué aussi. Vraiment à la rue, s'est fait bouffer. Et les deux gardiens, qui sont pas au niveau, quoi. Voilà, les deux gardiens sont vraiment pas terribles. Current status for Denis Zakaria, deal frozen. Ah, bon, visiblement, Zakaria à Lali, ça ne se fera pas. Tant mieux pour Monaco. Voilà globalement, hein, ce qu'il fallait dire sur ce très très beau match. S'il y a un match que vous devez revoir de ce week-end, c'est celui-là, parce qu'il y a eu des beaux buts, il y a eu des belles actions, et il n'y a pas eu, il y a eu du rythme surtout, ce qui a manqué terriblement sur la plupart de matchs de ce week-end. Lens-Lyon était un match relativement rythmé en première période, et pour le reste, vous allez voir, là on arrive sur les matchs un peu caca, hein. Les matchs un peu caca, à commencer par Angers Paris Football Club. Là, c'était le gros point d'interrogation. Que vaut le Paris FC dans cette Ligue 1? Et la réponse, c'est malheureusement pas grand-chose pour le moment. Le Paris FC, pour l'instant, c'est très léger. On est sur un match chiant. On est sur un match qui a été très très chiant. Mais bon, on a eu un match qui a été globalement pas plié assez vite, puisque Le Paul a marqué très vite. Alors, je vous invite à voir le but de Esteban Le Paul, parce que vous allez comprendre le problème du Paris FC. Le but de Esteban Le Paul, c'est une passe en profondeur sur laquelle Kolo Djesak a 2 mètres d'avance. Mais 2 mètres d'avance. Et d'abord, il part du mauvais sens, et ensuite, il a une telle charrette. Esteban Le Paul, c'est pas Usain Bolt, hein, non plus, hein. C'est un bon joueur, il va vite. Mais alors, la charrette de Kolo, horrible. Donc du coup, Esteban Le Paul, il prend le dessus sur Kolo, puis il va marquer comme un grand, 1-0. Et derrière, Angers a plus ou moins bétonné, hein, pas beaucoup d'occasions. Puis en plus, un carton rouge pour Mouton pour son premier match. Là, quasiment la seule recrue, hein, de Angers, qui prend un rouge. Le PFC a tourné autour du but, mais il n'y a pas eu beaucoup d'opportunités du côté du Paris FC. Pour l'instant, c'est léger, hein.
Pour l'instant, c'est très léger. On l'avait dit, hein, moi j'avais dit que le Paris FC, j'y croyais pas trop pour le moment. J'ai l'impression qu'ils ont du mal à convaincre les joueurs de venir. Il y a eu Otavio, mais il n'est pas disponible encore, 17 millions. Là, on a eu Sangui, 9 millions 5 en provenance de Reims, côté gauche, qui a fait un match plutôt moyen. Et on a eu l'officialisation de Willem Goebbels, l'ancien lyonnais, pour 10 millions d'euros, qui, à part pour l'instant perfait en Suisse, n'a pas grand-chose sur son CV. Alors ça se trouve, ça va les transformer. Mais pour l'instant, l'effectif du Paris FC, je vais vous faire la compo. Vous avez Nkambadio dans les buts, qui est un bon gardien. Cela dit, vous avez Mbo, Kolo, Chergui, Sangui. Sangui, c'est un très bon joueur. Moses Simon, Lopez, Doucet, Kebal. Kebal et Simon, c'est des très bons joueurs, il n'y a pas de souci. Mais Amel et Crasso, c'est très léger. C'est très très léger. Bref. Pour l'instant, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Angers, comme d'habitude, très chiant à jouer. Très très chiant à jouer. Moses Simon, pas du tout dedans pendant toute la rencontre. Kebal, il y a des fulgurances. Non, Kebal, c'est un bon joueur. Kebal, c'est un très bon joueur. Juste, il faut le temps qu'il se mette dans le rythme. Je suis curieux. Je suis très curieux de voir la fin de mercato du Paris Football Club. Très, très curieux. C'est quand des frappes molles sur lui, ça compte pas trop en vrai. Non, en vrai, Kofi, il sort des arrêts sur ce match. Alors, Kofi, c'est un zinzin. On n'a pas parlé. Hein. Moi, je l'ai mis dans les axes à appuyer. J'ai 3 axes à appuyer. D'abord, le mercato du PFC, que je trouve tristoun pour le moment. Attention, il va falloir que ça s'accélère. Goebbels, oui, c'est bien, mais c'est pas suffisant par rapport aux ambitions du Paris FC. Surtout que là, ils vont aller au Vélodrome la prochaine journée. Bon courage à eux. 17 tirs pour 0,62 XG, c'est quoi ce bordel? Ah bah, ils ont fait n'importe quoi, hein, le Paris FC. C'est déjà un zinzin à Charleroi. Ouais, non, mais Trapp non plus, c'est pas suffisant. Non, mais je pense que Paris FC, c'est un pétard mouillé cette saison. Alors peut-être que vous allez me choper le col dans 4 mois. Mais je pense que le Paris FC, ça va faire 12-13 sans saveur. La faiblesse du PFC, c'est qu'on ne connaît vraiment pas leurs ambitions maintien, ventre mou, Europe. C'est vraiment pas le même mercato. Moi, je pense que l'ambition du Paris FC, c'est d'abord de se maintenir. Hein. Ils ont une ossature aujourd'hui qui est une ossature d'équipe qui joue le maintien. Otavio à Porto, c'est bien, mais c'est pas ça qui va leur faire gagner les matchs. Goebbels, c'est une recrue intéressante, mais voilà. Noah Sangui, c'est pas non plus Daniel Vess. Pour moi, d'abord, viser le maintien tranquille et ensuite on se posera des questions sur le Paris FC, à moins que ce soit une orgie dans la fin du mercato. Pour l'instant, le Paris FC, il n'y a pas grand-chose à en tirer et ça risque d'être compliqué pour eux au Vélodrome la semaine prochaine. On verra. Marseille n'a pas trop le droit de perdre contre ce Paris FC-là. Goebbels, Willem Goebbels. Voilà. J'ai lu que le Paris FC a un plus gros budget que l'OL. Oui, alors sur le papier, après on verra bien ça. Et du côté de Angers, Hervé Kofi, recrue déjà gagnante. 7 arrêts, il est dans mon équipe type. J'ai changé, j'ai pas mis Rémi Descamps, j'ai mis Hervé Kofi. Et Le Paul. Le Paul, pareil. Si Angers réussit à garder Esteban Le Paul, ça devrait aller. Parce qu'il mettra au moins 10 buts. Mais on sait qu'Esteban Le Paul est courtisé par le Stade Rennais, notamment. Ça va être très dur pour Angers de le garder. Ça va être très dur. Ils demandent 25 millions. Ils n'auront jamais 25 millions. Mais il y a un monde où Le Paul part à 15. Et alors là, bon courage pour le remplacer. Après, il y a Sheriff à côté, qui est pas mal. Angers, c'est pas si nul. Ce sera toujours chiant à jouer. Ça va jouer le maintien. Mais c'est pas si nul. C'est pas si nul. Une bourde tous les 5 matchs, Kofi, retenez bien. On sait, Kofi, c'est un gardien pas conventionnel. Vous l'avez vu, à un moment donné, il y a une frappe et puis le mec, il fait un arrêt de la poitrine. Son arrêt, c'est contrôle poitrine. Enfin, c'est un malade. C'est un malade, Hervé Kofi. Mais c'est un gardien qui est capable de te sortir des matchs comme ça. Voilà, Le Paul irait tellement bien à Lens. Ouais, j'avoue. Il est encore là, Abdelli. Il est blessé, je crois. Il a pris 3 mois. Il est blessé, je crois, Abdelli. C'est con parce que excentricité 20 sur FM. Ouais, exactement. Hein. Ils s'en sortent à 80% avec Le Paul, à 40% sans. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec ça. Leur saison, pour moi, dépend de leur capacité à garder Le Paul. Et pour moi, le Paris FC, Kolo Djesak, c'est pas possible, quoi. Il va falloir faire mieux. Il va falloir. Alors, je pense que c'est le premier qui va sauter quand Otavio va revenir. Mais Abdelli aurait dû être vendu. Ouais, Abdelli aurait dû être vendu, mais il s'est blessé, c'est ce que je dis, donc visiblement. Bref, pas grand-chose à dire de plus sur Angers Paris FC, très honnêtement. Victoire quand même très précieuse pour Angers face à un concurrent direct pour le maintien jusqu'à preuve du contraire. Timothée Scrabble en 2025. Mais il a 35 ans, je crois. Ah, c'est pas suffisant en vrai. Colo en défense, on est en 2012. Vous savez, Thauvin, Sidibé et Giroud ont marqué. Peut-être on est en 2012. Non, Thauvin n'a pas marqué, pardon. Le Paul, trop cher pour l'OL, dommage. Ouais, puis Le Paul, je pense qu'il va être titulaire. L'OL, il serait pas titulaire. L'OL cherche une doublure. Il cherche une doublure en neuf.
Donc on verra bien. On verra bien. Deuxième match un peu caca. Auxerre-Lorient. Alors en vrai, j'exagère, c'était pas un si mauvais match que ça. Hein. Auxerre-Lorient, il y a eu des mauvais 1-0 sur cette journée. C'était un bon 1-0 avec le plus beau but en plus de cette journée. Une frappe absolument fabuleuse de Sinayoko qui contrôle, qui se retourne et qui envoie un missile dans la cage de Bangaroo Camara. Il y a eu pas mal d'occasions quand même dans ce match-là. C'est le match que j'ai choisi de regarder pendant le multiplex. C'était le bordel à la fin, c'était très cool. Il y a eu un arrêt réflexe de Donovan Léon en fin de match absolument fou. C'était sympa, franchement c'était sympa à voir. Dans les matchs du multiplex, c'était le moins chiant. Donovan Léon a sauvé les meubles en fin de match. Il n'y a pas tant d'arrêts que ça de la part de Donovan Léon, mais les 3 arrêts, c'est 3 arrêts qui valent des buts. Et pareil, c'est une victoire qui est très importante pour Auxerre. Auxerre, je vais vous dire, c'est une bonne petite équipe. Il y a plein de petits bons joueurs là-dedans. Vous avez une assise défensive qui est quand même pas mal. Senaya, je pense que c'est une très très bonne recrue. Derrière, vous avez Siralta qui a fait un bon match. Akpa, c'est un super joueur. Pas loin de le mettre dans mon équipe type. Le milieu de terrain, Kevin Danois, Elisha Owusu, c'est super fiable. Tant que les deux seront là et pas blessés, Auxerre, ça tiendra la baraque quoi qu'il arrive. Ça tiendra la baraque quoi qu'il arrive. Ma seule inquiétude pour Auxerre, c'est que Casimir, c'est vraiment pas terrible. Sinayoko, ça risque de partir, peut-être. Haussmann, c'est encore un peu affiné. Donc, le secteur offensif de Auxerre qui a perdu Gaëtan Perrin cette année, attention, parce que ça peut peser. Sinayoko était courtisé par Nice, il ira pas. Sinayo Diomandé est encore là, mais je crois qu'il était suspendu, si je dis pas de bêtises. Il y a une assise pas mal. C'est une bonne petite équipe, Auxerre. Ça va être une équipe qui va être chiante à jouer cette année. Donc voilà, très bon match de Auxerre. Mais t'as vu que Casimir n'aurait pas dû tirer le penalty qu'il a raté. Ah non, j'ai pas vu qu'il aurait pas dû tirer le penalty. Casimir qui a tiré un penalty sur la barre. Hein. Il était très mauvais, Casimir, sur ce match-là. C'est vraiment mon gros flop. Je l'ai trouvé pas bon du tout. Du côté de Lorient, bah, c'est pas une mauvaise équipe en vrai. Hein. Pas une mauvaise équipe. Auxerre a été meilleur de manière générale, j'ai trouvé. Mais Auxerre, Lorient ça aurait pu tourner autrement. Les attaquants sont pas mal quand même. Pagis, Tozin, ça manque un petit peu de finition, mais il y a une belle action où ça passe vraiment pas loin qu'il ouvre le score d'ailleurs, je crois, à ce moment-là. Je sais pas trop quoi dire de plus, honnêtement. Globalement, Lorient, ça peut se maintenir. Ça peut se maintenir, mais c'est un peu tendre. Voilà, c'est un peu tendre. Pourtant, je l'avais dit, hein, Avom Abergel, c'est pas si mal. Derrière, Talbi, Silva, c'est OK. Pagis, Bambatozine, c'est OK. Est-ce que c'est suffisant pour se maintenir? Franchement, j'ai tendance à dire que Lorient, ça devrait faire barragiste. Parce qu'il y a des équipes qui sont vraiment en grande difficulté, comme Le Havre ou comme Metz. Pagis, c'est le fils, oui, de Mickaël. Mais je sais pas si ça va en Ligue 2, parce que Lorient me semble plus armé que Le Havre et potentiellement plus armé que Metz, aujourd'hui. Mais oui, c'est dans le wagon de 5-6 pour jouer le maintien. Ouais. Au milieu, ça fait peur. Je suis pas trop d'accord. Hein. Je trouve que Avom et Abergel, c'est pas mal. Hein. C'est franchement pas mauvais. Hein. Ils ont la même ossature que l'an dernier de manière générale. Maintenant, voilà. Mais du côté d'Auxerre, oui, ça manque peut-être un petit peu de comment dire, de justesse technique. Parce que c'est sûr que c'est pas Casimir, Sinayoko et Haussmann qui vont te créer du jeu. Maintenant, tu as un milieu de terrain qui est pas mal. Donc, Croupi est reparti, il était en prêt. Il est retourné à Bournemouth. Donc ça fait très très mal à Lorient. Est-ce que Tozin, Pagis et Bamba, ça va suffire? Ça peut, hein. C'est pas de mauvais attaquants. Mais je suis pas hyper inquiet pour Lorient tout de suite. C'est pas un match affreux. Il y a une trêve internationale après la J3. Oui, évidemment, puisqu'on déteste le football. On va arriver à un match où, pareil, on ne va pas dire grand-chose dessus parce que c'était pas très très intéressant. C'est le match entre Metz et Strasbourg. Bon, c'est match chiant. Match chiant avec un FC Metz qui a bétonné. Aucun tir cadré de la part du FC Metz. Strasbourg qui a un petit peu galéré. Première période vraiment pas bonne du RC Strasbourg. Et en deuxième mi-temps, ça a accéléré du côté de Strasbourg et ça a fini par trouver la faille sur un centre repris de la tête par Panicelli, la recrue argentine. Ouais, comme Nice-Toulouse, ouais, globalement. Victoire méritée hein, pour Strasbourg, mais c'était pas suffisant. Il y a eu notamment Emega qui a fait un match absolument dégueulasse. Alors c'est le problème de Emega. Hein. Emega, quand ça va pas du tout. Ils s'en sortent bien Strasbourg, ça va monter en puissance avec tous ses pépites. Oui, j'ai peut-être foiré la stade de possession. Voilà.
Oui, les comptes sont pas bons, effectivement. Il y a une erreur sur la stat de possession. Pardon, j'ai fait 9 visuels, il y en a un que j'ai foiré, c'est pas grave. Globalement, Strasbourg, il y a des valeurs sûres, notamment à l'arrière où Sarr et Augsberg ont fait... Augsberg, hein, c'est ça le nom. Augsberg, ouais. On fait 2 très bons matchs à l'arrière. Quasiment jamais été inquiété par Metz. Hein. Il y a eu une occasion pour Metz avec Kouao qui vient, qui percute, qui élimine et qui frappe au-dessus. Et c'est à peu près tout. Hein. C'est à peu près le seul truc qu'ils ont eu à faire. On avait quelques petites curiosités du côté de Strasbourg, notamment avec Mike Penders, là, l'espèce de Rigène de Courtois. Bah, c'est pas aujourd'hui qu'on le verra, puisqu'il a eu rien à faire. Littéralement rien à faire, le gardien de Strasbourg. Moi, j'ai bien aimé le Maréchal. Je trouve qu'il a fait un très bon match. Barco. Comment Barco a pu partir pour 10 millions? Barco, c'est un joueur trop fort. Trop fort, Barco. Je sais pas comment il a pu partir aussi peu cher. Il a joué arrière-gauche la saison dernière. Là, il a été replacé au milieu de terrain. C'est très très fort, Valentin Barco. Très très fort. Mamadou Sarr derrière, toujours aussi costaud. Bon, bah, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Hein. Moi, j'ai noté peut-être un effectif de Strasbourg un peu trop gros. Il y en a des joueurs hein, à Strasbourg. Il y en a partout. Donc, je sais pas comment ils vont réussir. Après, Rosenior l'a fait l'an dernier. Mais je sais pas comment Rosenior va réussir à faire marcher une équipe qui a autant de joueurs. Il y a plein de joueurs partout. C'est un effectif qui est immense. Alors oui, il y a la Coupe d'Europe. Mais il y en a partout, quoi. Enfin, les postes sont doublés, triplés. C'est vraiment de l'élevage, quoi. C'est le centre d'élevage de Chelsea. Hein. C'est comme dans Stardew Valley quand vous avez 3 granges et 4 poulaillers, quoi. Il y en a partout. Moi, je suis quand même curieux de voir ce que va donner Fischer, le gardien de Metz, parce que c'est quand même un gros investissement pour Metz. Hein. Ils ont mis 3 millions. Et il y avait quand même cette petite curiosité de Maggio, l'attaquant de Metz de 16 ans, qui est déjà international luxembourgeois, pardon. 16 ans, titulaire à la pointe de l'attaque. Alors, il n'a pas été très bon. De toute façon, de manière générale, Metz n'a pas été très bon sur ce match-là. Mais Fischer et Maggio, pas honteux sur ce match, mais tendre. Ouais. Fischer, je n'ai pas trouvé mauvais. Il a été plutôt bon. Et on sait de toute façon que quand on est le FC Metz, le maintien, il va tenir à 2 choses. Un bon gardien de but et un mec qui met 10 buts devant. Est-ce que Maggio est celui qui est capable de mettre 10 buts? Je sais pas. Il a 16 ans. Et je pense qu'il est trop jeune pour avoir toute une saison portée sur ses épaules. Maintenant, on a parlé de Lorient et Auxerre tout à l'heure. Pour moi, Metz est en retard. Metz est très en retard. Et Metz et Le Havre, aujourd'hui, sont mes 2 favoris pour descendre. Parce que vraiment, c'est 2 équipes qui sont très très faibles aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, avant la fin du mercato. Donc voilà, pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Match pas très très intéressant de manière générale. On en a eu beaucoup des matchs pas très intéressants. Et on va terminer par un autre match qui n'a pas été très très intéressant. Nantes, Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui n'a pas fait de match amical. Hein. Ils se sont fait essorer depuis le début de la saison. Et qui arrivait donc avec une équipe bis. Hein. Je vais vous faire la compo. Chevalier, Warren Zaïre-Emery côté droit. Beraldo Zabarni, la recrue titulaire. Hernandez côté gauche. Ruiz, Vitinha, Lee au milieu de terrain. Et une attaque avec Mbaye, Ramos et Barcola. Donc autant vous dire qu'on n'avait quand même pas beaucoup de titulaires sur le 11 de départ. Du côté de Nantes, on avait quelques curiosités. Notamment Tati, 17 ans, titulaire. Bonjour le baptême du feu. Hein. 17 ans titulaire en défense centrale contre le Paris Saint-Germain. Il s'en est pas si mal tiré. Je vous ai mis en photo Benatab parce que Benatab, ça va être un joueur qu'on va devoir suivre cette saison. Vraiment le côté City Stade, mec qui a peur de rien, c'est ma satisfaction de cette rencontre. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Enfin vraiment, qu'est-ce que c'est que ce merdier, Yacine Benatab? Le mec a peur de rien, ça dribble, ça percute et tout ça. Il faut qu'il soit plus juste dans ses choix. Mais il y a quelque chose. Il y a quand même quelque chose chez Yacine Benatab. Il y a quand même un truc. Il y a un côté frisson dans ce joueur-là. Genre de joueur qui te fait lever au stade, mais qui te rend fou quand il réussit pas. Petit côté Cherki, peut-être. Peut-être. Voilà. Nantes. Ouais. Nantes. Luis Castro sur le banc. Un effectif. Franchement, je suis curieux de certains joueurs. Notamment Kouane au milieu de terrain. Associé à Le Penant là, sur ce match que j'ai trouvé plutôt intéressant. Awaziem, le retour, qui a été plutôt bon, j'ai trouvé. Benatab, vraiment, il m'a tapé dans l'œil. Et moi, j'aime bien Louis Leroux. Je trouve que Louis Leroux, il a un côté, peut-être, on va dire, Verretou, Early Days à Nantes, avant que ce soit un yaourt nature. Faut voir. Est-ce qu'ils vont être capables de garder Mathis Sabline? Est-ce qu'ils vont être capables de garder Mostafa Mohamed? On va voir.
Ablin n'était pas titu, il est rentré en cours de jeu. Si Nantes est capable de garder Mathis Ablin, ça se maintiendra tranquille, je pense. Ils ont vraiment fait plutôt bonne figure, même si en vrai, c'est pas sur ce match-là qu'on va les juger, parce que c'est le Paris Saint-Germain en face. Donc c'est le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Ils n'ont pas vu le jour, les pauvres Nantais. Ils n'ont pas vu le ballon. Ils n'ont pas cadré un seul but, un seul tir, pardon. Je commence à être fatigué. Mais ça se prend à Lyon, Ablin. Mais les frères, Ablin, c'est 30 millions, 25 millions. On les a pas. Donc voilà, le roux, c'est du tout l'allant. Oh non, le roux, c'est pas tout l'allant. Le roux, c'est plus haut. On va voir. En tout cas, j'ai pas trouvé Nantes mauvais, même si forcément dans ce contexte-là, c'est pas là où on les verra jouer au foot. Moi, je les attends plus sur la prochaine journée de championnat où ils seront, je pense, davantage capables de montrer ce qu'ils sont capables de faire avec Luis Castro sur le banc. Pour le reste, c'est pas un bon match du Paris Saint-Germain. Est-ce que le Paris Saint-Germain serait pas un petit peu fatigué? Parce que oui, quand les titulaires sont rentrés, c'était un petit peu mieux. Mbaye, ça n'a pas été bon du tout. Bon, on va voir. C'est pas sur ce match-là qu'on va juger le Paris Saint-Germain, mais attention, hein. Aucune préparation estivale du côté du Paris Saint-Germain. Une saison qui n'a jamais terminé avec la Super Coupe d'Europe en bonus. Là, on ne sait pas, on a le droit de rêver. Hein. On a le droit de rêver à ce que ce soit une mauvaise saison pour le Paris Saint-Germain et qu'on ait un peu de suspense. On verra. En tout cas, pas un bon match du Paris Saint-Germain, sauvé par un Vitinha sur une frappe déviée un peu dégueulasse. Pour le reste, on n'a pas eu grand-chose à part un but annulé pour hors-jeu de la part de Gonzalo Ramos. Mais c'est tout. Voilà. C'est tout. PSG, attention, la saison peut être longue, même s'ils ont recruté Zabarni, je pense qu'il leur manque encore une recrue à faire pour doubler côté droit. Mais on verra Paris comment ça se comporte d'ici 2-3 journées. Quand bien même ce serait une mauvaise saison, il y a 3 niveaux d'écart. Ah bah oui, large. Mais on verra. Barcola nul à chier. Barcola a été très mauvais, ouais. Il y a un autre truc, je vais pas vous mentir, que je trouvais un peu ridicule. C'était le grand numéro de pompage de Kita avec Marquinhos, la Ligue des Champions et compagnie. On n'est peut-être pas obligé de se prosterner devant le Paris Saint-Germain, je sais pas, ça m'a un petit peu gêné. Oui, super, un club français qui gagne la Coupe d'Europe, d'accord, c'est bien. Est-ce que les supporters nantais en ont quelque chose à foutre? Je ne sais pas. Voilà. Ça m'aurait fait chier que ça se passe à Lyon, vous voyez, la tech de Kita sur les Brésiliens. Alors, j'ai vu ce truc-là passer. Je suis pas outrageusement surpris, je vous avoue. Le côté, vous les Brésiliens, vous intégrez bien, vous êtes chrétiens. Comment ça, mon ref? Bizarre. Enfin bref, voilà. Nantes-PSG, pareil, pas grand-chose à dire là-dessus. C'est une journée de championnat où, globalement, on va regarder le récap des résultats. Pas beaucoup de buts, pas beaucoup de matchs intéressants. Lens-Lyon, c'était OK. Monaco-Le Havre, c'était à sens unique. Brest-Lille, c'était très sympa. Auxerre-Lorient, c'était pas mal. Le reste, poubelle à tort, quoi. Vraiment, c'était pas une grande journée de championnat. Le classement, du coup, même si c'est un peu anecdotique, à la fin de cette journée, la première nouvelle, c'est que Monaco est en tête. Derrière, on a un gros wagon avec toutes les équipes qui ont gagné jusqu'à la 8e place. Et derrière, Marseille est 17e, parce que je vous rappelle que le classement est fait sur la base du fair play et que Marseille a pris un jaune, je crois, je sais plus, enfin bref. Donc, bon... Je vous ai mis Lyon deuxième pour le plaisir. Normalement, Lyon n'est pas deuxième. Officiellement, sur la règle des cartons, je crois qu'on est 4 ou 5. Mais voilà, j'ai mis Lyon deuxième parce que j'avais envie de les mettre deuxième. Je fais ce que je veux, c'est mon débrief. Voilà pour le classement à la fin de cette première journée. Bon, pour l'instant, il n'y a rien à en analyser. Le programme de la prochaine journée, avant qu'on passe à l'équipe type du week-end, on aura le PSG qui ira jouer à Angers, qui normalement devrait dérouler cette fois. Marseille qui accueillera le Paris FC pour déjà un match très chaud. Nice-Auxerre, pareil, Nice, il y aura de quoi se faire peur. Lyon qui accueillera le FC Metz dans un match qui devrait normalement sourire aux Lyonnais, puisque Metz c'est très faible. Défaite interdite. Lorient-Rennes pour le derby breton. Le Havre-Lens, Strasbourg-Nantes, Toulouse-Brest. Et on terminera avec un intéressant Lille-Monaco, en espérant un match de la même qualité que celui contre Brest du côté de Lille. Il y a des prédictions dans ces débriefs. Oui, laissez-moi le temps, on les fait juste après. Mon équipe type, voilà, mon équipe type. Je vous ai mis dans mon équipe type en coach Habib Beye pour sa capacité à bien garer le bus contre Marseille à 10 contre 11. Hervé Kofi dans les buts car il a fait 7 arrêts, c'est lui qui a tenu le match. Je vous ai mis une défense à 3 avec Eric Dyer, buteur avec Monaco. Jérémy Jacquet qui a été immense contre Marseille. Clinton Mata qui a tenu toutes les boulettes de Niakate contre Lens. Djibril Sidibé, buteur avec Toulouse. Du côté gauche, Quentin Merlin, notamment pour sa très très belle ouverture qui donne le but à Ludovic Blas. Au milieu de terrain, Denis Zakaria, passeur décisif
et Valentine Barco qui a porté le milieu strasbourgeois. Kamori Doumbia doublé, pareil, au numéro 10. Mama Baldé que j'ai trouvé excellent. Alors j'ai un peu triché, il n'a pas joué buteur, mais je l'ai mis quand même buteur. Et Lassine Sinayoko pour son magnifique but. Et en super sub, Ludovic Blas, buteur pour son entrée. Tu mets Mata et Passard. Ouais, j'ai décidé de mettre Mata, ouais. J'ai décidé de mettre Mata. Voilà. Au niveau des pronos, peut-être qu'à un moment donné, je vous les ferai en direct. Paris Saint-Germain-Angers, on va dire un 3-0 bien tassé. Marseille-Paris FC, un partout et l'OM qui s'enfonce dans la crise. Nice-Auxerre, 0-0, match affreux. Lyon-Metz, 2-0 pour Lyon. Lorient-Rennes, un partout, tiens. Le Havre-Lens, je pense quand même que Lens va s'imposer. Donc on va dire 0-1. Strasbourg-Nantes, 2-0 pour Strasbourg. Toulouse-Brest, une petite victoire brestoise à l'extérieur, 2-1. Et Lille-Monaco, je vois Monaco gagner 2-1. Voilà pour le programme de la prochaine journée. Est-ce que je viens au match samedi? Non, je ne vais pas au match samedi puisque je suis à Turin en vacances pour voir le départ de la Vuelta. Et la personne avec qui j'y vais n'aime pas le cyclisme. Voilà, je fais des choix de vie contestables. On a terminé ce débrief Ligue 1 qui nous aura pris 1h30. J'avais dit que ça prendrait peut-être une demi-heure. 1h30, au moins il y en aura pour tous les goûts. J'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes là sur YouTube, n'oubliez pas les pouces, les commentaires. Si vous êtes sur Twitch, n'hésitez pas à faire vos suggestions, à dire comment on pourrait améliorer, ce que vous aimeriez voir, ce qu'on pourrait faire de plus ou de moins. Pareil sur YouTube, n'hésitez pas à mettre en description ce que vous voudriez. Ce sera chapitré comme il faut. On se retrouvera, comme je vous l'ai dit, tous les lundis soirs. Parfois ça bougera, ce sera le dimanche. Parfois ce sera le mardi. Ça dépendra de mon emploi du temps. Mais merci, vous étiez nombreux. Vous étiez 1008. Presque autant que sur les débriefs OL, un lundi soir de week-end post-15 août. C'est trop cool, ça me fait trop plaisir. Donc voilà, c'est un format qui me tient à cœur. Ça me fait très plaisir que vous ayez répondu présent là-dessus. Et on va continuer comme ça. On va essayer de faire les 34 journées et de continuer comme ça. Demande au copain de Ligue 1 Plus de faire une appli PlayStation pour mater. C'est une bonne suggestion, ça. Merci à tous ceux qui ont lâché leur petit abonnement. Merci à tous ceux qui s'abonneront sur la chaîne YouTube et qui mettront des commentaires. À ceux qui passeront le mot autour d'eux sur le débrief Ligue 1. Moi, je crois fort en ce débrief-là. Ça me fait plaisir de le faire. Je kiffe. Même si je kiffe pas forcément voir tous les matchs le week-end parce qu'il y en a qui sont vraiment dégueulasses. Mais voilà. Tu en as peut-être parlé, mais 600K abonnements pour la G1, c'est encourageant. Oui, c'est très encourageant. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. La Ligue 1 est sur la bonne voie. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à pousser partout pour que ce championnat soit visible, parce qu'il vaut le coup, même si cette journée-là n'était pas la plus folle. Moi, je l'aime, ma Ligue 1, et j'espère qu'elle va tenir le coup et qu'elle va résister encore longtemps. Voilà, on a terminé. Pour ce qui est de YouTube, le débrief va s'arrêter là. On reste un petit peu ensemble sur Twitch quelques dizaines de minutes, et après on ira se coucher. Bisous YouTube, rendez-vous mardi prochain pour le prochain débrief Ligue 1. Ciao, bisous.